Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Quartier Table fait son retour après cette phase électorale qui, comme vous le savez, nous a permis tous les soirs entre 19h et 21h, 19h30 et 21h de vivre au quotidien la campagne électorale. C'est désormais derrière nous. On va passer d'ici quelques heures certainement à la phase post-électorale et très souvent consacrée au contentieux. Mais déjà parlant des élections, les commissions communales progressivement rendent leur copie ici et là. On peut commencer à voir le nouveau visage politique, du moins pour ce qui concerne les conseils municipaux et probablement certaines circonscriptions parlant des législatives. On va parler de tout cela ce soir en grande partie dans cette émission. Il s'agit du thème principal, législative et municipale 2020. Les premières leçons après le scrutin du 9 février dernier. Mais vous le savez également, aujourd'hui est 11 février, fête de la jeunesse. Hier, le président de la République a souhaité une bonne fête aux jeunes du pays. On va également esquisser un petit décryptage de ce discours-là pour voir si la jeunesse profite ou bénéficie grandement du soutien de l'apport du gouvernement. Comme il est de coutume, 4 panélistes dans ce studio. D'abord, Éric Pépin Bikaï. Bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à mes co-panélistes. C'est en tant qu'analyste que vous êtes là ce soir. Merci. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Un monde à venir, organisation non gouvernementale. Vous avez longuement suivi ce processus. Vous êtes d'ailleurs encore sur le terrain. Le processus électoral s'entend, bien sûr. Merci d'être là. Jean-Jacques Diop, bonsoir. Oui, bonsoir, Dipita. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et bonsoir aussi aux co-panélistes qui sont présents ce soir. Candidat à la commune de Yabassi pour le compte du PCRN. Donc, vous venez d'ailleurs directement de cette localité. Merci d'être là. Hervé Manuel, bonsoir. Bonsoir, Dipita. RDPC, membre titulaire du comité central, évidemment que vous êtes plein dans ce processus, vous avez accompagné la campagne électorale, soutenu vos candidats à ces différentes élections et ce soir avec vous on va profiter donc des premières analyses. Derrière la transition, on va peut-être commenter d'abord en quelques mots le discours du président de la République et puis venir derrière dérouler le plateau aux élections législatives et municipales, mais ce ne sera pas après avoir dit, ou ce sera après avoir dit un léger mot sur le CHAN. C'est l'actualité. Transition. Alors pour le CHAN, on va pas prendre 4 chemins. Il y a les experts de la CAF qui sont à Douala depuis cet après-midi. Évidemment que c'est pour de nouveau regarder les infrastructures, essayer peut-être de voir le niveau d'avancement. À cette heure-ci, peut-on dire que tout est fin prêt? Absolument. Les experts, une forte délégation de la CAF est arrivée ce matin à Douala et nous pouvons dire que c'est la dernière visite d'inspection pour voir la fonctionnalité des infrastructures qui sont en place. Cette importante délégation multidisciplinaire est composée essentiellement des experts de la sécurité, de la compétition, du marketing, de la communication, des infrastructures et une forte délégation médicale aussi sont là pour revoir si toutes les normes, le cahier de charge a été rempli et je pense que nous allons faire face à cette inspection avec optimisme. Cela dit, il ne s'agit plus de regarder si le Cameroun est prêt, ou du moins de faire des corrections et tout ça. C'est quoi la mission exactement? C'est qu'elle va descendre demain sur les différents sites, Japoma, Bepanda, Aqua, Bonamoussadi. Écoutez, les experts de la CAF qui sont là, ils connaissent aussi bien, sinon mieux que nous, les infrastructures que l'on visité, puisqu'ils ont fait plusieurs visites d'inspection sur ces infrastructures. Le problème maintenant, c'est de regarder la fonctionnalité de ces infrastructures sur les points essentiels tels que l'aire de jeu, le terrain en lui-même, s'il répond parfaitement aux normes, la sécurité et puis toute notre infrastructure hospitalière et les hôtels. Donc ce sont les 3 domaines essentiels pour lesquels cette inspection va commencer demain matin, mais bon, tout est ouvert
Nous avons préparé cette visite et nous pensons que nous sommes fin prêts. Après, vous savez que cela sera suivi par le tirage au sort et puis rebelote visite encore pas les équipes cette fois-ci, les sites dans lesquels elles seront affectées. Vous savez que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce CHAN, c'est que Douala représente la moitié du CHAN, c'est-à-dire Douala sur les 4 sites qui ont été retenus. Douala représente 2 sites, Douala Bepanda qui aura 4 équipes, Douala Japoma 4 équipes, et puis à Limbe 4, et puis Yaoundé 4. Donc c'est une visite assez importante et Douala va être le cœur du CHAN. Nous souhaitons plein succès, beaucoup d'enthousiasme et une grande fête pour les jeunes. Ça vient juste après la fête de la jeunesse et voilà. Je rappelle que le tirage au sort se fera le 17 février, en fin de semaine. Ce sera au Palais des Sports, Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le 17 février, c'est mardi le lundi de la semaine prochaine. Parce que là, nous sommes le 11. Ouais. Nous sommes mardi le 11, donc mardi prochain, c'est le 18. Ce sera le lundi prochain à Yaoundé, à l'esplanade, du moins à l'intérieur du Palais des Sports. On va évidemment suivre tout cela pour le bien de ce sport. On ne parle pas beaucoup de l'équipe en elle-même. De notre équipe? Oh, oui. Ben, je pense qu'elle se porte bien. Vous savez, notre équipe a eu plusieurs séances d'entraînement avec un match amical auquel nous avons assisté contre l'excellente équipe de Bamboutos FC. Donc, notre équipe va très bien. D'ailleurs, moi, je rêve de voir cette équipe jouer dans l'un des complexes de Douala. C'est-à-dire être affecté spécialement à Bepanda, parce que Bepanda a une charge émotionnelle, historique, symbolique, et c'est mon stade. Donc non, notre équipe va bien. Je n'ai pas de mauvaise nouvelle de cette équipe. Nous préparons activement. Le CHAN va être... cette édition va être unique. Je crois que ça va être la première édition qui risque de faire concurrence à la CAN, parce que ça va être un entraînement pour la CAN 21. Total 21. Et puis il y a aussi les équipes de Total qui sont là. Et justement, parlant, puisque nous sommes en sport, et là on fait rapidement la transition avec le président de la République, Paul Biya a félicité les jeunes, notamment du football de moins de 17, et l'équipe de volleyball, pardon. Ces équipes ont été vice-championnes d'Afrique dans leur catégorie. Ça nous permet donc de peut-être ramasser rapidement l'impression que vous avez eue au regard du discours du président de la République avant de rentrer dans les détails, les grandes lignes hier. Pépin Eric, vous avez dit Paul Biya, vous dites Paul Biya est resté constant. En gros, il a rappelé la mise en œuvre du grand dialogue national qui devra en principe profiter pardon, à travers la décentralisation à la jeunesse. Il a appelé de nouveau les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest à déposer les armes pour ceux qui ne veulent pas poursuivre ce conflit-là. Il a parlé, j'ai dit, de la décentralisation. Vous dites Paul Biya est resté constant? Il est resté constant comme d'habitude. Là, on peut pas le nier ou alors dénuer cette approche dans la plupart des discours du président de la République. Étant donné que les problèmes des jeunes sont existentiels et résident notamment sur des questions liées à l'emploi. Parce que là également, vous ne l'aviez pas souligné, le président a évoqué le plan triennal jeune et probablement la création à peu près de 500 000 emplois. Mais on a un peu eu le regret qu'il ne soit pas capable de spécifier les secteurs dans lesquels les emplois ont été créés. Voyez-vous, dans ce secteur-là, on nous dit généralement que les économistes ne vont pas me démentir dessus, que pour que l'État crée un emploi public, il faudrait qu'il en crée 5 au niveau du privé. Parce que ce n'est que lorsqu'on atteint ce quota-là que l'État peut créer des emplois publics. Nous avons dit que si on a créé 500 000 emplois, peut-être dans le privé, ça veut dire que dans le public, on aura des recrutements massifs de l'ordre de 10 000 à peu près pour cette année 2020 qui commence. Mais on pense quand même, là je le réitère, que le président est resté constant. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu aller dans les profondeurs des réalités jeunes. Il est resté sur des éléments superficiels, palpables. Les équipes nationales
l'appel aux jeunes du Nord ou du Sud-Ouest à déposer des armes, c'est qui est louable, c'est que tous les acteurs politiques ou alors sociaux, notamment les ONG, demandent forcément. Mais ça reste un appel. Il va falloir véritablement que le président et l'ensemble de son gouvernement investissent davantage parce qu'il est revenu sur la violence en milieu scolaire. Une sorte de déstructuration de la structure éducative. Et là, il faut le noter, il va falloir que le gouvernement s'y attelle énormément, afin que l'école reste cet espace de socialisation et d'intégration des couches défavorisées et des couches favorisées. Philippe Nanga, je vous introduis avec l'entame d'ailleurs du discours du président de l'appel hier. Il n'y a pas si longtemps, m'adressant à la jeunesse, je vous disais que le septennat en cours devait être décisif. Je pensais bien évidemment à notre accès à l'émergence à l'horizon 2035 qui validerait nos avancées dans le domaine de la démocratie et du progrès économique et social. Eh bien, je crois que les faits sont en train de me donner raison. Partagez ce point de vue. Je ne sais pas. Je crois... Pépin disait il est resté constant, très superficiel. Pas de faits concrets, pas de statistiques concrètes. Donc là aussi c'est pareil. Donc il n'a pas la suite justement évoqué la décentralisation comme un domaine dans lequel les jeunes pourraient, n'est-ce pas, s'investir et trouver beaucoup d'opportunités. Je crois que il n'a pas perçu le retard qu'on a sur toutes ces questions, démocratie, développement et tout le reste. Et peut-être que s'il avait été bien spécifique, ça nous aurait permis de bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que j'ai discuté avec des jeunes tout à l'heure, cet après-midi, on s'interrogeait sur comment on va faire avec les jeunes pour que... Parce qu'on travaille depuis plusieurs années à intéresser les jeunes aux questions politiques. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a eu un problème, parce qu'en 2018, on a eu un engouement, un regain d'engouement des jeunes sur les questions politiques, et les chiffres de l'ECAM nous montrent que les jeunes ont été très présents, n'est-ce pas, au scrutin de 2018. Et les chiffres nous montrent aussi que sur cette période de 2017-2018, beaucoup de jeunes, le fichier de l'ECAM a vu une augmentation substantielle des jeunes, n'est-ce pas, inscrits. Mais depuis 2019, on a vu, n'est-ce pas, un recul, n'est-ce pas, de cet engouement. Là, on est revenu un peu à la case départ, et les jeunes sont de plus en plus découragés à nouveau. Et donc, on a conclu, on est arrivé à la conclusion dans laquelle c'est les effets de la mauvaise gestion du contentieux électoral qui aurait poussé les jeunes à se dire, eh bien, on a cru qu'on pouvait, mais là, on voit que c'est pas possible, on peut pas avancer. Et là, à nouveau, comme nous, on a beaucoup de groupes de discussion des jeunes. Hein, on a plusieurs groupes de discussion des jeunes, des centaines de jeunes. Et moi, je les suis là-bas. De temps en temps, j'interviens pour apporter un éclairage. Et donc, ils sont vraiment un peu dépités. Cet après-midi, il y avait des discussions. Ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas où on va. Surtout qu'il y a, vous avez vu cette année, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient candidats encore cette année. Et ils ont vu des choses. Ils ont été déprimés par l'absentéisme, je vais dire, le taux d'abstention, c'est vrai, qui était très élevé. Ça a déboussolé, j'allais dire, plusieurs jeunes encore qui se sont dit, mais là, on a cru, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je crois que le président doit toucher du doigt un certain nombre de problèmes concrets et régler ces problèmes. Rester dans la constance de la superficialité, ça ne nous avance pas beaucoup parce que dire aux jeunes du Nord-Ouest, il faut sortir. Alors qu'on n'a pas avancé sur un certain nombre de questions, ça ne nous aide pas beaucoup. Dire aussi qu'on a créé 500 000 emplois sans nous montrer, parce que nous, on est sur le terrain, on est là avec des... Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent tous les jours, qui défilent à un monde à venir, plein de diplômés qui font rien, qui ne trouvent pas d'emploi. On ne sait pas dans quel secteur ces emplois ont été créés. Évoquer le plan triennal jeune qui ne fonctionne pas. Moi, je m'attendais justement à ce qu'il évoque ça et qu'il attire l'attention et qu'il reconnaisse que ça n'a pas marché. Le plan triennal jeune, il y a un retard énorme sur la réalisation du plan triennal jeune. Si vous faites un bilan, il est catastrophique. Je ne sais pas si le président a des bons rapports
pour évoquer ça comme quelque chose de positif, ça veut dire qu'il a de très mauvais rapports. On lui donne de très mauvais rapports. Le plan national jeune n'est pas une réussite du tout. À ce niveau, c'est un échec parce que ça n'a pas été respecté. N'est-ce pas? Les objectifs qui ont été assignés à ce plan n'ont pas été du tout respectés. Donc je pense que chaque fois que j'écoute le président de la République, j'ai l'impression qu'il a de très mauvais rapports et que malheureusement, il n'a pas non plus des éléments concrets qui lui permettent, n'est-ce pas, de se prononcer sur des faits, de donner des bonnes positions, de prendre des bonnes positions sur les faits socio-économiques et politiques. Jean-Jacques Diox, s'excusant presque, le président évoquait la question politique parlant de ce discours à la jeunesse, et je le cite une fois de plus. Me diriez-vous, pourquoi nous parler d'un problème qui ne nous concerne pas spécifiquement? Il y a de cela deux raisons. D'une part, vous serez la première génération à bénéficier des opportunités qui vont se présenter à ceux qui voudront s'investir dans la gouvernance locale, parlant de la décentralisation. D'autre part, le nouveau processus de décentralisation a valeur d'exemple. Il apporte la preuve que les problèmes liés à l'évolution de notre société peuvent régler par la concertation sans recourir à la violence. Un message qui pourrait atteindre sa cible. La deuxième partie de son allocution sur la résolution des problèmes dans la concertation, c'est toute chose que tout le monde partage. Les problèmes peuvent se résoudre sans toutefois passer par la violence. Mais dans l'ensemble de son discours que j'ai aussi écouté aujourd'hui, parce que hier je n'avais pas assez de temps, mais aujourd'hui au défilé, on a quand même essayé de repasser son discours. J'ai aussi le même constat qu'a fait Eric et mon voisin de gauche, Philippe, que le discours était tout à fait très plat. Les mêmes effets d'annonce qui ne vont pas toujours dans le sens de la résolution des problèmes que pose la jeunesse camerounaise aujourd'hui, et beaucoup plus particulièrement celle des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont ancrées à une crise très profonde. Je pense que le chef d'État aurait, d'une manière bien précise, et je me rappelle bien, le ministre Chiroma, dans une émission chez l'un de vos confrères, on lui avait demandé quel était le bilan des 500 000 emplois. Il avait répondu que le chef d'État donnerait les détails dans l'un de ses discours. Et parlant de son discours, il n'a donné aucun détail. Il a dit que 500 000 emplois ont été créés. On ne sait pas exactement sur quel type d'emploi et comment est-ce que ces derniers ont été répartis. On reste toujours dans ces effets d'annonce. Aujourd'hui, on prend le Code général sur la décentralisation comme aujourd'hui un nouveau cheval de bataille pour la jeunesse. On a fait ça pour la santé à l'an 2000, on n'a pas eu les effets de la santé. Aujourd'hui, c'est la décentralisation qui est aujourd'hui présentée à la jeunesse camerounaise comme un nouvel Eldorado pour eux, pour absorber le taux de chômage. Sans toutefois dire comment est-ce que ces mairies, ces collectivités décentralisées peuvent absorber la jeunesse. Parce que c'est aussi ça le problème. Il a annoncé cela. Est-ce que ses collaborateurs ont les détails pour pouvoir permettre à ces nouveaux outils, qui est certes bien, mais comment est-ce qu'il sera mis au service de la jeunesse pour absorber le maximum de jeunes qui errent et qui se livrent à ce que lui-même il a appelé une déstructuration du statut social, avec des employés à l'école. Moi, je me rappelle, nous, à l'époque, on fréquentait, il n'y avait pas tout ce qu'on pense aujourd'hui. Même si la société a évolué, il y a les nouveaux modes de consommation de violence, la télé, les internets. Mais est-ce que l'entourage du chef d'État aura donc tous les moyens pour pouvoir permettre à ce que le Code général sur la décentralisation, qui est aujourd'hui mis sur la table comme un élément essentiel qui puisse permettre à la jeunesse de sortir du chômage, est-ce que tout ça est possible par rapport à cette jeunesse? Je n'en suis pas sûr. Il n'a donné aucun élément. Il a encore envoyé que, bon, ok, les différents ministères seront chargés. Mais comme on sait le plus souvent, quand il a fini de parler, le grand Hervé, comme ne va pas me démentir, est-ce que ses collaborateurs vont aller dans le sens de la mise en application de tout ça? C'est ça le problème avec le chef de l'État. Il fait le beau discours, mais est-ce que ses collaborateurs suivront ou pas? C'est la question. Et justement, Emmanuel, comme Paul Biya reconnaît qu'il n'y a pas d'adéquation entre offre et demande sur le champ de l'emploi. Beaucoup de jeunes sont certes formés, mais le marché de l'emploi absorbe difficilement, même s'il salue les 500 000 emplois recrutés. Vous avez le sentiment, vous qui d'ailleurs fréquentez les jeunes comme d'autres ici sur le plateau, que ce discours-là tient lieu véritablement de la réalité sur le terrain? Mais écoutez, moi j'ai un problème avec les trois interventions que je viens de suivre. C'est sur le plan des principes, la confusion que mes compatriotes entraînent. Et j'ai l'impression que nous n'avons pas la même compréhension de ce que c'est que le président de la République dans le cadre de nos institutions au Cameroun.
le président de la République définit les grandes lignes, les grandes orientations de la politique. Le gouvernement est chargé de leur réalisation et du détail. Alors, je sais que Philippe Nanga s'est inscrit définitivement dans la contestation, pour la contestation, mais il y a quand même un moment où il faut cesser d'entretenir l'incompréhension ou la mauvaise foi. Quand vous dites que le discours est superficiel, mais au nom de quoi pouvez-vous dire que ce discours est superficiel? Il a marqué. Il cherche des statistiques, par exemple. Allez-y. Le président de la République n'est pas chargé de vous donner les détails. Ça relève de l'action gouvernementale, de l'implémentation. Vous êtes en droit de demander qu'on vous donne les détails de ces 500 000 emplois, mais ce n'est pas le rôle du président de la République dans la constitution camerounaise. Il y a un gouvernement, un chef de gouvernement, qui au quotidien, vous avez terminé votre propos là-dessus, qui sont en charge de l'implémentation, évidemment, il faut qu'ils viennent pour donner les détails. Son ministre avait dit qu'il va donner. M. Chiroma avait dit que le chef d'État... M. Chiroma n'est pas le président de la République. Je vous dis juste qu'il avait dit. Vous pouvez une question. Vous voyez que ce soir, je me suis inscrit pour écouter 3 discours alignés. Et si vous m'accordez un peu d'instant, je vais exprimer. Donc, je pense que le discours du président de la République était un discours volontariste, un discours d'espérance et d'optimisme, dans un monde qui est quand même parfois prête à interrogation et à confusion. Confusion, pourquoi? Parce que nous avions, Philippe Nanga feint de ne pas le savoir, nous vivons, et nous ne sommes pas encore sortis totalement, d'une crise sécuritaire. Crise sécuritaire qui a failli mettre à mal même le fonctionnement normal de notre économie. Et lorsque le président de la République donne ces chiffres et qu'il invite les uns les autres à ne pas suivre les entrepreneurs du chaos, mais à s'inscrire dans le dynamisme de la construction du pays, je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit un discours superficiel. Maintenant, je viens dans le détail. En matière économique, M. Nanga, vous avez, sauf les magiciens qui sont vos amis, qui peuvent déclarer qu'ils peuvent créer 1 million d'emplois. En matière économique, il faut avoir beaucoup de prudence parce que nous avons des conditions exogènes, des conditions endogènes qui doivent rencontrer une amélioration pour créer ce choc. Et je réponds là à M. Ndioké, la décentralisation va être un vecteur de création, de richesses, donc d'emplois, et c'est un nouveau monde de l'activité économique. Parce que, les collectivités territoriales qui vont être effectives, et là le président a annoncé une accélération de leur mise en place avec la mise en place des conseils régionaux, n'est-ce pas, vont entraîner de nouvelles activités dans un espace qui n'est pas un espace fonctionnaire. Monsieur Bikaï, permettez-moi de ma modeste expérience quand même dans le monde des affaires, de dire que votre arithmétique qui veut dire que pour créer un emploi, il faut un emploi dans le secteur privé, dans le public, il faut 5 emplois. Bon, je ne sais pas où vous avez pris cela, mais je ne vais pas mourir idiot, vous allez me l'expliquer après, mais la décentralisation va entraîner la mise en place d'abord d'une nouvelle administration territoriale. Ces collectivités ont des pouvoirs pour agir dans des secteurs économiques en créant par exemple des établissements publics commerciaux et industriels, en créant donc des emplois de proximité, en créant. Donc cette politique, non seulement elle a pour objectif de créer une administration de proximité, elle a aussi pour objectif de booster l'économie en apportant de nouveaux acteurs et de nouveaux espaces de vie. Donc, vous voulez dire absolument qu'il n'y aura rien. Bon, vous êtes en train de nous dire comment demain sera fait. Il vous manque seulement de nous dire à quelle heure il va pleuvoir. Mais moi, je peux vous dire qu'en matière économique, les expériences d'autres pays nous montrent que la décentralisation, la régionalisation ont souvent été un facteur d'augmentation de la puissance économique d'un pays, d'amélioration de l'espace, de création d'emplois, et ça va permettre à des jeunes d'intégrer pas la fonction publique que vous dites, mais d'intégrer des espaces de vie économique, sociale et culturelle qui n'existaient pas jusqu'à cette nouvelle mise en place. Alors, soyons honnêtes, nous tous nous appelons au succès de cette politique. Vous la condamnez avant qu'elle ne soit mise en place. C'est extraordinaire. J'attendais que ce monsieur Philippe Nanga qui fasse cela. Cela ne m'aurait pas surpris. Mais lorsque je vois
quelqu'un qui a été un excellent candidat pour être maire à Yabassi, venir dire que... On n'a pas condamné. Je n'ai pas condamné la politique, non. J'ai juste dit que... Vous dites qu'il n'y aurait rien. Vous serez allé à Yabassi pour faire quoi? C'est qu'en fait, il a mis que c'est un nouveau Eldorado. Oui, c'est exact. C'est une nouvelle frontière. Pour vous comme un slogan. C'est une nouvelle frontière. Voilà ce que je veux dire, parce qu'il a dit que c'est un nouveau Eldorado pour la jeunesse. Absolument. Or, ça aussi, avant ce slogan de la décentralisation, il y a eu bien d'autres slogans. Donc, vous permettrez que je dise en français facile, parce que vous êtes trop à avoir une position en français facile. Les communes demain, les collectivités territoriales décentralisées, par exemple la commune, aura le pouvoir de créer par exemple une unité de production de pavés. Ce qui n'était pas le cas dans le régime jusqu'à présent. Non, c'était possible. C'était possible. Ça n'avait lieu nulle part. Si. Ça peut être extraordinaire par rapport à la France. Il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez permettre que j'avance. Oui, c'est ce que je dis qu'il n'y a pas de nouveau dans ce Bon, quittons ce terrain des pavés. La décentralisation va remettre les pouvoirs, par exemple, de gestion des marchés et d'éteindre certaines activités commerciales et culturelles à des collectivités territoriales. Mais c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Pourquoi vous êtes allergique à un point de vue qui est différent du vôtre? Laissez-moi parler, la campagne est finie. Et on a les résultats en plus. Et la modestie de laisser parler celui qui est majoritaire. Donc, les collectivités territoriales vont créer des activités dans des secteurs où on aura besoin d'une nouvelle main-d'œuvre. Donc, de nouveaux emplois vont être créés. Lorsque le président le dit, mais c'est d'une évidence, ça saute des yeux. Et je vous ai dit, par exemple, que ce soit au niveau culturel, social, même de l'activité commerciale, et même de cantonnage, de l'entretien des routes communales, mais ce sont des emplois, des gisements d'emplois qui seront mis demain à la disposition des jeunes dans l'environnement de ces nouvelles collectivités territoriales. Donc quand le président le dit, arrêtez d'utiliser un vocabulaire qui n'a plus d'incidence. Vous dites superficiel. D'abord, vous manquez de respect à la parole du président et vous dites que ce n'est pas vrai. Qui vous autorise à dire que ce n'est pas vrai? Pépin, vous allez certainement rebondir. Moi, je voudrais avancer sur ce discours. Le président, sous fond d'émotion, de sympathie à l'égard de cet enseignant assassiné à Yaoundé, rappelle quand même ces fléaux qui minent la jeunesse. Avant, c'était peut-être la jeunesse non scolarisée. Désormais, le mal est dans l'école, dans l'enceinte des établissements scolaires. Une interpellation qui, en principe, devrait davantage mobiliser le gouvernement, vous dites. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai terminé mon propos tout à l'heure en disant qu'il faudrait davantage que le président, ou alors le gouvernement investisse davantage ça a commencé, dans le secteur de l'éducation. Voyez-vous, moi qui vis essentiellement des retombées de ces secteurs-là, depuis près de 10 ans maintenant, j'ai vu ces secteurs se déstructurer. Je rappelle que vous êtes enseignant. Que ce soit dans le public ou dans le privé, que ce soit au niveau du secondaire ou du supérieur, que ce sont des secteurs d'enseignement que je maîtrise assez bien. Et ce qui s'est passé le 10 janvier à Yaoundé est un peu un élément qui a sonné le glas de la déstructuration du secteur de l'éducation. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les enseignants sont dans une approche de clochardisation, ce qui compromet fondamentalement la transmission de leur savoir. Il est aujourd'hui très difficile pour la plupart des enseignants, sur une semaine par exemple, d'enchaîner 2 ou 3 costumes à comment on peut dire ça, tenues vestimentaires à cause des conditions de vie qui sont difficiles. Il est davantage aussi difficile pour ces enfants que nous transmettons le savoir. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à l'établissement étant déjà très affaiblis sur le plan social. Donc moi, je me souviens à plusieurs reprises, un enfant qui interrompt le cours, il me dit, monsieur, j'ai mal. Je pose la question, c'est quoi? Il me dit, monsieur, j'ai faim. Là, vous sentez que tout ce que vous faites comme effort, ça ne peut pas passer. Parce qu'un enfant qui a faim au matin, c'est comme un véhicule qui n'a pas de carburant. Mais également, c'est un véritable thermostat sur la situation sociale camerounaise. Je veux dire que ces enfants, pour la plupart, sont issus des familles monoparentales où le papa n'est pas en activité et la maman, accessoirement, est dans le secteur informel. Elle doit quitter la maison, par exemple, pratiquement à 4 heures et laisser l'achat des enfants à l'environnement. Et malheureusement, ces enfants sont reversés dans le secteur éducatif qui n'a pas ce rôle-là de pouvoir questionner
les conditions de vie des enfants. Le rôle du secteur éducatif, c'est de pouvoir instruire les enfants selon le carnet défini par l'État. Donc, une fois de plus, ce secteur est galvaudé par un certain nombre d'éléments qu'il faut essayer de toiletter. Là, on ne peut pas questionner le système éducatif en lui-même, parce que là aussi, on pourra faire des émissions dessus et puis se rendre compte qu'il y a quelque chose à refaire. Donc, moi, j'interpelle à partir de l'adresse du chef de l'État, le gouvernement, et notamment le nouveau Parlement qui va entrer en activité au mois de mars, de mettre l'accent sur le secteur éducatif. Parce qu'un peuple qui ne s'éduque pas, forcément, c'est un peuple qui va vers la destruction. Il faudrait qu'on reprenne un peu le contrôle de ce secteur-là en réarmant les enseignants. Parce que la cheville ouvrière du fonctionnement du secteur éducatif, ça reste bel et bien l'enseignant. Réarmer, c'est-à-dire il faut améliorer les conditions du travail, notamment la rémunération. Dans le contexte, hein, les mots... Voilà. J'ai entendu deux mots là qui pour moi... Bon, rapidement, parce que... J'ai entendu des mots là qui quand même marquent une confusion dans l'analyse de la situation. Je pense que la question de l'éducation, de ce qui nous arrive dans le monde de l'éducation, ne devait pas être une question idéologique. C'est une interpellation collective. Moi, je ne suis pas enseignant, mais je suis président du conseil d'établissement de lycée et d'école primaire. Aujourd'hui, c'est vrai, M. Becaye, nous pouvons dire ensemble que si ça continue ainsi, les enseignants vont devenir tout simplement des assistants sociaux, ce qui n'est pas leur rôle. Mais vous prenez le point de vue syndical pour mettre en avant que la question des enseignants, nous sommes tous sous... Il n'y a pas de mal non plus. C'est son droit, il a enseigné, il défend sa boutique, mais moi je ne suis pas enseignant. Il faut prendre la question sur le plan global. L'émotion, certes, a été comble, un enfant qui tue son enseignant. C'est quelque chose d'inadmissible. Et la violence dans l'espace scolaire est quelque chose d'inadmissible. Mais M. Becaye a engagé une voie qui n'a pas continué, qui est intéressante, c'est-à-dire que l'école devient, ou l'environnement de l'enseignement, y compris jusqu'au supérieur, ça devient simplement un lieu d'aboutissement de toutes les violences qui commencent ailleurs, qui commencent à la maison, un papa qui bat la maman, un enfant qui vit dans un espace où personne n'a jamais travaillé sont des chômeurs, un enfant qui vit dans la débrouillardise, où parfois lui-même peut être voleur à mi-temps, et les parents sont receleurs, et tout ça. Donc tout ça aboutit à un enfant, à un endroit où, parce que c'est l'enseignement qui reste le plus longtemps dans la journée avec les enfants, il devient donc la victime de toutes les démissions qui ont eu ailleurs. Et quand le président interpelle tout le monde sur cette question, c'est pour qu'on trouve une réponse globale. Quand vous prenez cette question, comme certains ont voulu parasiter cet événement dramatique, et je parle des enseignants, je suis courageux, en essayant de dramatiser cet événement dramatique pour toute la communauté nationale, ce n'est pas de bonne foi, parce que nous sommes tous interpellés, même les parents, même l'enfant qui a tué son enseignant est une victime. Il va falloir qu'on repart un peu ces déchirements. Donc, je pense que quand il y a une question comme ça, les analystes comme Becaye devraient éviter de mettre en avant leur point de vue idéologique et privilégier une analyse objective pour qu'on en sorte. Parce que là, il n'est pas une question du RDPC ou d'un autre parti, c'est une question nationale. C'est chaque individu, ou je veux dire, c'est chaque analyse individuelle qui fera certainement... Député, vous êtes père d'enfants, je vous connais, n'est-ce pas? Vous êtes un père responsable, vous accompagnez vos enfants à la boulangerie, vous allez au culte le dimanche avec... moi, quand j'étais jeune, je devais un peu vieux, même Philippe doit m'appeler tonton, hein? Il y a 60 ans, j'étais... Le président nous l'a rappelé. Attendez, il y a 60 ans... Ça parle de 60 ans, tout ça. Moi, j'avais 7 ans, il y a 60 ans. Il y a 60 ans, j'étais membre de la jeunesse chrétienne dans ma paroisse. J'étais membre des éclaireurs. Et j'adhérais à des associations de quartier, de jeunes et tout. Cette déstructuration sociale, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui arrivent jusqu'à l'université, ils sont membres d'aucune association, certains n'ont même pas de foi chrétienne ou musulmane, et parfois ils insultent leurs parents, qui eux-mêmes insultent leurs parents. Donc, ce n'est pas une question de Paul Biya ou d'une politique gouvernementale,
c'est une question que nous devons tous nous reprendre. Et il d'ailleurs, faut qu'on rappelle la question. Philippe, lui, il est très souvent dans le cadre de ses activités avec son organisation, en contact avec ces jeunes qui sont essentiellement dans le besoin. Philippe, vous dites, que faut-il de plus? Je veux dire que quelles sont les limites peut-être des choix gouvernementaux en ce moment qui, je ne veux pas dire encourager, mais qui font que cette jeunesse ne se sente pas toujours impliquée, ne se sente pas toujours dans le droit chemin, au point de se voir décrier aujourd'hui, interpellé pour se ressaisir? Non, il y a deux choses que je voudrais quand même relever. D'abord, l'enseignant n'est pas seulement là pour transmettre une connaissance. L'enseignant, c'est un pédagogue, en tout point de vue. Et l'enseignant, c'est un formateur, il construit quelqu'un. Ça, c'est important de dire ça. L'école ne sert pas seulement comme à transmettre une connaissance, il sert aussi à former quelqu'un, un homme. Et aujourd'hui, avec les évolutions sociales, les parents n'ont plus de temps à rester. Voilà. Donc, du coup, l'école devient ce milieu qui a la responsabilité de former la personne. L'autre chose aussi, c'est que tout relève d'une politique. Tout relève d'une politique. On ne peut pas parler de l'école, de l'éducation, des questions de violence sans questionner le politique ou la politique. Donc, on est obligé de questionner. Donc, il y a la question de la condition de vie des enseignants. On ne peut pas éviter d'en parler. On ne peut pas éviter de parler des conditions même, n'est-ce pas, d'acquisition des connaissances des élèves. Vous voyez aujourd'hui dans les lycées, c'est pas possible. Vous avez une classe qui a 156 élèves. Même si vous êtes un marabout, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire votre travail. Ce n'est pas possible. Parce que le travail de pédagogue, c'est-à-dire l'enseignant doit connaître ses élèves. Un enseignant qui a 156 élèves ne peut pas les connaître. C'est impossible. Impossible. Il ne peut pas les connaître. Donc il ne peut pas anticiper sur les attitudes d'un enfant. Donc du coup, vous avez un enfant là à l'intérieur qui peut avoir faim, qui ne dort pas chez lui, qui est un délinquant. Vous ne connaissez pas, parce que 156 enfants, vous avez envie de partir à tout moment. Parce que quand vous êtes à l'intérieur, c'est compliqué. Donc je crois qu'il y a un problème global qu'il faut régler. Et nous, vous avez évoqué nos activités. Nous avons mis en place le conseil municipal jeune à Douala-Premier. Parce qu'on a estimé qu'il faut former les jeunes à la gouvernance locale. Ça fait 4 ans maintenant. Ah, ça marche bien dans les mairies RDPC. Vous voyez? Je suis heureux que vous parlez de Douala-Premier. D'ailleurs, je suis à Douala-Premier. Je salue la victoire de la mairie et de la municipalité sortante. Ah oui, Jean-Jacques Léné Malapart. On en parle dans une minute. Je dois commencer les activités là où je suis. Bravo, Philippe. Je te croyais sectaire à 100%. Ça, ce n'est qu'un argument de débat. Donc, faites pas attention. Donc, voilà. Dans le cadre de ces activités-là, le conseil municipal jeune a essayé d'identifier les problèmes des jeunes, à Douala-Premier particulièrement. Et ils ont relevé ces problèmes-là et proposé des solutions. Et parmi les problèmes qu'ils ont constatés, il y avait les questions de l'éloquence, de la drogue, consommation de la drogue et tout. Et ils ont constaté aussi le déficit de structure d'encadrement des jeunes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans nos communes. Donc quand nos jeunes, dans les structures d'encadrement périscolaire, comme ça se passe partout, il n'y en a pas. L'enfant, quand il part de l'école, il fait comment? Ça, les problèmes aussi, voilà. C'est long, on ne laisse pas le temps à l'encadrement. Voilà, donc du coup, il y a tous, ils ont relevé ça et ça a été déposé à la mairie pour dire il faut des structures, n'est-ce pas, d'encadrement des jeunes. Les jeunes doivent savoir où ils peuvent aller. Et là-bas, il y a des pédagogues, il y a des encadreurs, il y a des animateurs, comme ça se passe ailleurs. La décentralisation apportera tous ces nouveaux métiers. Ça fait 26 ans qu'on parle de décentralisation. Mais il n'est pas tout à pour bien commencer. C'est ça notre problème, c'est qu'on parle de cela, ça fait 26 ans. On a eu beaucoup d'espoir avec la décentralisation, hein, mais la décentralisation, c'est le transfert de compétences. On en a encore à 10%. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est ça le problème. Donc tant qu'on va parler de décentralisation, mais Yaoundé a encore 80% du budget à gérer, on n'a pas avancé. Donc je pense que des solutions, il y en a. Il faut décongestionner. Le ministre Vibert, quand il était à l'éducation, il avait sorti une note en disant limite d'effectifs 60. 60, oui. Ça n'a jamais fonctionné. Mais il faudrait que cette note corresponde à la carte scolaire. Mais c'est ça, ça n'a jamais fonctionné. Voilà, parce que quand il a sorti, nous on a même écrit. On a écrit pour dire, mais monsieur le ministre, vous n'avez pas créé des salles de classe, des nouveaux lycées, des machins, comment vous ne pouvez pas faire ça? C'est impossible. Donc on en est là, il faut repenser. Donc c'est un problème politique. C'est pour ça que aujourd'hui, l'éducation a besoin d'avoir des états généraux. Il faut que l'enseignement, il faut qu'on y réfléchisse, qu'il y ait des solutions politiques durables.
Et justement, qu'on y aille véritablement dans la décentralisation. Parce que dans la décentralisation, c'est le maire qui gère les questions de l'éducation, de la santé. Ça veut dire qu'il est proche des problèmes. Il peut voir que disons, là, on a besoin. C'est la collectivité territoriale, parce qu'il y a des problèmes qui vont relever de la région. Oui. En principe, la commune devrait avoir la responsabilité de gérer ces questions-là et donc d'identifier le besoin et de trouver des solutions au niveau local. Parce qu'il y a des hommes d'affaires, il y a beaucoup de personnes qui peuvent créer des écoles et tout ça. Donc, c'est pour ça que la décentralisation c'est une réponse efficace. Mais tant que cette décentralisation reste bloquée, c'est ça le personne n'a jamais été contre. Au contraire, nous luttons tous pour qu'il y ait décentralisation. Le transfert de pouvoir au niveau local, c'est la solution, on le sait tous. D'autres parlent de fédéralisme et machin. Dans tous les cas, le pouvoir local, c'est la solution. Il faut renforcer le pouvoir local. Mais tant qu'on va garder le pouvoir Yaoundé, on aura tous les problèmes qu'on veut. Je voulais enchérir par rapport à l'encadrement des enfants. Parce qu'il faut dire que la difficulté que l'enseignant ou alors le monde de la formation a, c'est la maîtrise du comportement des enfants qui sont en face de nous. Voyez-vous, généralement, lorsqu'il y a un incident dans un établissement, le parent arrive et dit que non, mon enfant est ci ou ça. Mais il faudrait qu'on dise aux parents que les enfants ont 3 façons de se comporter. Quand ils sont avec les parents, parfois très studieux. Quand ils sont avec les enseignants, quand ils sont dans la rue. Non, même 4e, quand ils sont dans la rue. Donc maintenant, si c'est que tu veux parler d'autorité du comportement de ton enfant, il faudrait que toi, parent, tu maîtrises les 4 étapes de la vie sociale de l'enfant. Ils sont parfois tu les trouves hyper calmes à la maison, mais quand ils arrivent à l'école, ils deviennent totalement transformés. Tu vois un enfant qui se comporte, tu as comme l'impression que, excuse-moi l'expression, qu'il a pris les tremblements le matin, tu es dépassé. Incident sur incident, en 2 heures de cours, l'enfant peut commettre peut-être 4 ou 5 incidents, sans toutefois que l'administration soit même capable de pouvoir réprimer, tellement que ça se répète et c'est consécutif. Donc, il est important pour les parents également de reprendre la main sur leur progéniture. Et puis, à côté de ça, on l'oublie, ce pays ne dispose pas d'un code de la famille. C'est un lourd handicap. C'est un très lourd handicap. Parce qu'il est aussi important de savoir ce que l'État prévoit comme élément en termes de fonctionnement social. Parce qu'il ne faudrait pas que les enfants soient toujours éduqués selon le modèle traditionnel. C'est vrai, nous sommes des traditionnalistes. Mais l'éducation relève d'un héritage colonial. Donc à cela, il faut qu'on y accole un code de la famille pour comprendre le fonctionnement des enfants à l'intérieur. On va sortir peut-être avec le dernier aspect, l'interpellation à la jeunesse dans le nord-ouest et le sud-ouest qui a pris les armes. Paul Biya leur demande de nouveau de se ressaisir. Il faut qu'il dépose les armes. Le chose, c'est que le Cameroun doit progresser dans la paix et dans la sérénité. Donc je pense que tous les jeunes, le grand dialogue a donné un certain nombre d'indications. Il y a, je crois, le comité de démobilisation qui a été mis en place. Bon, certains veulent sortir ou pas, mais là, donc c'est les garanties qu'on donne. En fait, c'est ça le problème. C'est pas quelles sont les garanties nécessaires. Bon, on dit que, ok, quand... Les garanties à qui? Non, en fait, c'est quoi monsieur, comme vous pouvez aussi le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes garçons qui sont encore dans la forêt, je ne sais pas où ils sont exactement, qui sont encore avec les armes, se demandent, ceux qui se sont présentés au palais le jour-là, on a un qu'on a tué, d'autres, oui, il y a un qui avait parlé, là, quand il est rentré, on l'a exécuté. Qui l'a tué? Je ne sais pas, mais c'est qui est sûr. Ce sont les terroristes qui l'ont tué. En fait, c'est qui est sûr, les morts. Donc, on s'est dit donc que la peur qu'ils ont aujourd'hui, moi je suis d'accord avec vous, c'est que tout le monde a besoin que la paix arrive dans ces zones-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, quelques jeunes qui sortent et qui ont des représailles, soit de leurs congénères d'hier, soit d'autres personnes, ne donnent pas assez de garanties aux autres. C'est ça un peu le problème qui est là aujourd'hui. Nous voulons que tous ces enfants qui sont là reprennent la vie normale qui a été avant les 4 années de guerre aujourd'hui, que quand on quittait Douala, on partait à Moïko sans problème. Aujourd'hui, même vous qui êtes une autorité dans cette ville, il vous est difficile de partir dans cette zone sans avoir peur, parce que c'est une zone qui est dangereuse. Donc aujourd'hui, il est important qu'on essaie d'apporter encore d'autres éléments à ces enfants-là pour leur dire, ok, quoi qu'il arrive, si vous déposez des armes, vous ne risquez rien du tout, même avec vos congénères. Mais je voulais un peu revenir un peu sur le problème de sécurité, c'est que l'Afrique et le Cameroun sont un peu en retard. C'est un phénomène mondial sur les réseaux sociaux. Nous le grand effet, c'est de l'autre côté, ce phénomène est présent. Alors que les conditions sont bien remplies, les classes sont 26, il y a 26 par classe, il y a toutes les activités périscolaires qui sont dedans, mais il y a des élèves qui poignardent les enfants. Nous, on n'a pas seulement anticipé cela,
nos dirigeants qui voyaient cela dans ces pays-là devaient anticiper et poser des questions avec les psys. Pourquoi est-ce qu'un élève arrive à poignarder alors qu'ils sont que 26? Quand il sort de l'école à 16h, il va à la cantine, il va à la bibliothèque. Donc il y a tout un cursus qui lui permet d'être encadré. À 17h, on le prend. À 17h, il y a les aides scolaires qui les récupèrent. Ils vont au niveau des bois pour se ressourcer. Mais il n'empêche pas que cet même enfant qui a ce cursus arrive à poignarder son copain d'école. Donc nos dirigeants n'ont pas pu anticiper sur toutes ces problématiques et les différentes politiques mises en place pour endiguer ne sont pas adaptés à tout ce que nous rencontrons aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a aussi un peu, comme disait M. Nanga, Philippe, il y a ce déficit de politique qui nous adapte. C'est comme le printemps arabe. Ça a commencé et puis c'est descendu. Le temps que l'Afrique se rend compte, l'eau était déjà au niveau de la gorge. Donc il y a un problème d'anticipation sur la prise en compte des problèmes que nous voyons régulièrement à travers les réseaux sociaux et que nos dirigeants n'arrivent pas à anticiper pour pouvoir estomper, n'est-ce pas, l'hémorragie qui semble prendre les gens de toutes parts. Emmanuel Comme, ce sera certainement un des derniers mots sur la question, et je reparaphrase à nouveau le président. Mes chers jeunes compatriotes, pour le bien du Cameroun, pour le bien de notre pays, j'ai besoin de vous. Un cri de cœur. C'est un père qui parle à ses enfants et qui leur dit, même dans la turbulence, nous devons rester unis ensemble pour construire l'avenir. Parce que c'est eux l'avenir, ces jeunes-là. Et tout ce que nous disons ici les uns les autres, c'est pour construire un avenir meilleur pour ces jeunes. Il n'y a pas de société idéale pour les jeunes. M. Ndiok l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai vécu à l'étranger, en Europe. Il y a toutes les politiques, les associations de jeunes, l'encadrement. Mais vous avez toujours quelques jeunes qui échappent. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'ils échappent qu'il ne faut pas avoir des politiques d'anticipation. Il faut contenir la violence. Et je peux vous dire que cette violence-là est en partie encouragée aussi par les adultes qui sont dans une posture définitive de défiance de la loi, de l'ordre public. Et il faut qu'on mette de l'ordre un peu partout. Lorsqu'on parle, par exemple, des jeunes dont le président parlait, qui doivent déposer l'arme, il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Parce que les jeunes dont parle le président, c'est une minorité de jeunes qui ont été entraînés par les entrepreneurs du terrorisme et du chaos. Ce n'est pas la majorité des jeunes. Mais nous avons un problème qu'on croyait urbain, c'est-à-dire la surpopulation scolaire, les infrastructures qui ne sont pas suffisantes par rapport à la population estudiantine. Bon, mais à cela s'ajoute un climat général encouragé par certaines associations. Et je sais que M. Nanga va sursauter. Il y a des associations qui pensent que la transgression de la loi est la meilleure posture pour montrer qu'on est libre. Ce n'est pas vrai. Donc il faut réintroduire de l'autorité. L'autorité au niveau parental, l'autorité des églises, l'autorité des associations et l'ultime autorité de l'État par une tolérance zéro. Mais quand je le dis, là où je ne suis pas d'accord avec M. Bikaï Pépin, c'est de prendre par exemple une catégorie sociale des enseignants pour les mettre en position victimaire en les opposant aux jeunes. Les enseignants sont aussi des parents. Donc nous sommes tous concernés, vous, moi et tous les autres. Nous devons ensemble nous mettre pour trouver des solutions à cette... Et là-dessus, ce n'est pas une question idéologique. M. Nanga a raison dans ce qu'il énonce, Bikaï a raison, M. Ndiok a raison, mais mettons-nous ensemble et ça a un coût. Parce que les gens pensent que l'éducation, c'est 0 francs. C'est faux. Pour avoir des infrastructures, vous dites qu'il y a surpopulation. Jean-Ernest Massenanga a essayé de faire un effort. Mais aller dans le secteur privé, et c'est le bourrage. Parce que eux, c'est carrément, ce sont des parcs pour des jeunes qui n'ont rien à faire, des parents qui se débarrassent des jeunes. Donc, je crois qu'il faut reprendre la société et je ne suis pas fermé à l'idée de Philippe Nanga qui dit que nous serons obligés de passer par les états généraux de l'éducation, voire même de la jeunesse. Parce que moi, je pensais à un moment qu'il fallait introduire comment on appelle ça, la conscription, le service militaire. C'est-à-dire, on a un problème, M. Dipita, la régulation des classes d'âge. Vous avez des classes d'âge qui arrivent comme des hordes sur le marché du travail et qui ne peut pas les accueillir parce qu'il n'a pas été prévu pour ça. Donc je pense que quand on arrive à des situations comme celle-là,
nous devons organiser de cette sorte que les jeunes soient retenus 1 an dans des structures qui leur donnent du réarmement civique pour en faire des patriotes, des hommes, et qui leur permettent d'avoir un respect pour la chose publique. Monsieur Nanga rencontre des jeunes dont il encourage de s'intégrer, c'est bien. Mais il se trouve qu'il a à côté de lui certaines des associations qui ne sont pas éloignées de ses amitiés, celles qui encouragent la transgression, qui disent par exemple que parce qu'il y a le chômage, vous avez le droit de construire une moto à sens unique, ce qui est interdit par la loi. Nous disons non. Nous disons non, monsieur Nanga. Nous connaissons Philippe et moi. Sauf que c'est une image que Hervé non, Philippe et moi, bon, non, on aurait aimé mieux vous connaître et peut-être rentrer dans le secret de votre conversation, puisque nous sommes ensemble. J'ai besoin de vous. Il faut dire ici que nous avons été bercés, on a grandi avec les beaux discours du président de la République. J'ai besoin de vous, ça nous parle, ça vous parle aussi, ça parle à toute la jeunesse. Mais on a besoin également de dire au président que nous avons aussi besoin de lui. Parce qu'on le remarque qu'il se déploie très peu et il est très sélect dans ses déploiements, notamment dans la proximité avec les jeunes. Il est toujours aux côtés de ceux qui ont rapporté les victoires au pays, notamment les footballeurs. Il est aux côtés de ceux qui sortent de leur formation militaire. Il est rarement aux côtés de ceux qui sortent de leur formation des formateurs. Je ne veux pas utiliser l'expression enseignant, parce qu'elle veut dire que non, j'ai transposé un syndicaliste, le syndicalisme. Faire, hein. Mais je connais mieux ce secteur-là que le secteur du Docker. Donc je ne peux pas parler de Docker, et c'est pourtant je ne suis pas. Alors vous aimeriez voir par exemple le président de la République présider une cérémonie de sortie des jeunes de l'école normale, de Marois, de Bambéli, de Yaoundé. Oui. C'est ça la ferveur. Non, ce n'est pas une mauvaise idée, mais à ce moment-là, que ferait le ministre de l'Éducation? Non, les jeunes ont besoin de ça. Parce que quand le président est régulièrement invité à la cérémonie de sortie des jeunes à l'ENAM, ça frise un peu le fait qu'aujourd'hui, le métier le plus prisé pour les jeunes Camerounais, ce n'est pas le métier d'enseignant, de l'enseignement autant pour moi. Peut-être c'est le métier des armes. Et qu'il faudrait qu'on oriente tous nos enfants comme que nous formons vers ce secteur-là. Il est plus représentatif et il est plus honoré. Jean-Jacques, j'ai besoin de vous, du président. Que vous inspire-t-il? Je vais aussi utiliser le même. Nous, on a besoin de lui. Parce qu'en fait, quand il était beaucoup plus jeune en 82, quand il accédait, il était un monsieur très mobile. Je me rappelais quand il se déplaçait c'est un chef d'État qu'on a beaucoup aimé parce qu'il se déplaçait. Mais bon, est-ce que le pouvoir rend souvent les gens distants? Le président Macron, quand il a pris le pouvoir, on m'a dit, mais il était aussi comme ça. Après, il s'est bunkérisé. Il a fallu que les gilets jaunes viennent le débunkériser pour qu'il rende compte qu'il faut qu'il rentre là où il était. Avec les gens, pour qu'ils rendent compte. Peut-être que les dossiers sur la table s'accumulent. C'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu ça. Le fait qu'aujourd'hui, bon, avec le poids de l'âge, il lui est difficile aujourd'hui de faire tout ça aujourd'hui. Vous savez, là, on entre dans un domaine de l'amour. Et je ne peux pas contester. Voilà. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Et donc, voilà pourquoi est-ce que quand on dit qu'il faut, sans tout à contester la manière de diriger du chef de l'État, quand on dit qu'il faut qu'il passe la main, parce que les Camerounais, aujourd'hui, le monde demande que ces dirigeants soient proches d'eux. C'est ça la réalité aujourd'hui. La proximité. Oui, la proximité. Et c'est un peu rare, compte tenu, vraiment, je ne conteste pas sa manière, mais compte tenu de l'âge, quelques petites maladies, tout ça. Pas de contester sa manière. Non, c'est pas ça. Bon, tout chef d'État a des choses. Mais compte tenu de cet éloignement face qu'aujourd'hui, les Camerounais, même quand il dit que j'ai besoin de vous, c'est comme lui, il nous demande ce que lui ne peut pas nous donner. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. Parce que moi, j'ai lu ça de cette manière, parce que lui nous demande ce que lui aujourd'hui est incapable de nous donner. On a besoin que, par exemple, la catastrophe de Bafoussam, c'est là-dedans, il allait descendre, monsieur, comme on parle de il allait descendre dans les sondages, tomber à zéro. Tomber à zéro. Le chef d'État devait aller à Bafoussam, dans ce cimetière-là. Il n'était pas normal qu'il reste à Yaoundé. Maintenant, je dis que la situation de sa forme physique, moi je peux l'accorder les circonstances atténuantes, comme on dit souvent devant les juristes qui est devant nous, on peut l'accorder, moi je peux l'accorder parce qu'il ne peut plus être là. Voilà pourquoi est-ce qu'on lui dit vraiment qu'il essaie de donner, même à Hervé, la situation, parce que c'est qu'il peut se déplacer facilement, c'est ça le problème. Il ne refuse pas, il j'aurais dit, mon président, il a dit que c'est du partisanat. Voilà, il a dit que mon président est beaucoup plus apte, mais qu'on donne à quelqu'un de plus jeune que lui, et que le Cameroun
reconnaît son chef d'État, comme en 82, comme il faisait. Il se déplaçait vraiment, mais après il a arrêté. Peut-être Après 84, là, vous Monsieur Dubutin. Et Philippe Nanga, d'abord, sur le j'ai besoin de vous, vous reviendrez. 3 contre 1, c'est pas mauvais. Donc, vous aurez la parole conséquence. Il y a 7 Vous aurez la parole conséquence. Que vous inspire le j'ai besoin de vous de Paul Biya à la jeunesse? Ben, il faut que ce soit concret, besoin de vous. Après, besoin, il faut mettre un contenu dans le besoin. Il faut des actes qui montrent qu'il y a ce besoin. Je ne sais pas si... alors, si j'analyse, j'ai besoin de vous, ça veut dire qu'il faut que les jeunes s'investissent. Et puis, je peux faire le lien avec quand il dit, il y a 60 ans, j'avais votre âge, nous, on avait de l'espoir. Il aurait pu ajouter, on était très dynamique, et ainsi de suite, parce que moi, j'aime bien rappeler aux jeunes, il n'avait pas 50 ans quand il commençait sa lutte voilà. partie, Donc, ça veut dire que il faut que les jeunes s'engagent. Si vous le dites, je peux lire ça en disant, il veut dire aux jeunes, eh bien, engagez-vous. Mais alors, les jeunes vont s'engager comment? Ils vont s'engager comment? Parce que les structures qui permettent aux jeunes de s'engager n'existent pas. Du coup, c'est difficile pour les jeunes de s'engager. Si je prends les questions de liberté publique, qui constituent aujourd'hui un problème, quand on dit qu'il faut laisser les jeunes s'engager, ça veut dire qu'il faut laisser les jeunes s'épanouir, faire ce qu'ils ont envie de faire. S'engager, les jeunes qui s'engagent, même au niveau sur le plan politique, ne s'engagent pas pour casser. Alors, il faut laisser véritablement les jeunes s'engager. Les jeunes sont prêts, sont là, ils existent. Mais ils font souvent face à des obstacles qui empêchent justement qu'ils s'engagent. C'est pour ça que j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il veut demander aux jeunes de l'aider? Moi, je dis souvent, peut-être que le président a aussi besoin, parce que moi, j'en ai souvent la situation, c'est quelqu'un qui a peut-être envie même de se reposer, mais autour de lui, les gens disent, tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas bouger. Et donc, peut-être que c'est un appel aux gens pour dire, libérez-moi. Moi, je suis fatigué, libérez-moi. Donc, activez-vous. Voilà, battez-vous, prenez les choses en main. Parce qu'évidemment, si le chef d'État aujourd'hui fait l'objet de confiscation de certaines personnes, qui va le libérer? C'est les jeunes. Il faut que les gens s'engagent et comprennent que ce président, il a beau avoir la volonté aujourd'hui, il n'en a plus les capacités physiques. C'est une réalité. Boum. Donc, il faut l'aider justement, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Hervé, pour conclure ce premier thème. Non, je pense que mes compatriotes, mes jeunes compatriotes ont le droit de solliciter l'attention de notre père, le président. Ça, on ne peut pas entrer dans un débat sur ce terrain. Ça n'a aucun caractère objectif parce que de la même manière, eux, ils croient le président distant. D'autres pensent le président très proche parce que le président, ce n'est pas le gestionnaire des faits divers. Le président, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir de la hauteur parce qu'il doit intégrer l'ensemble des problèmes de notre communauté. Il ne peut pas être celui qui va au quotidien suivre les faits divers. Vos chefs de parti et d'autres sont au quotidien d'ailleurs occupés à faire que ça. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a des réponses beaucoup plus efficientes, c'est-à-dire des réponses pour prévenir ce genre de situation, plutôt que le matu vu l'affichage qui peut devenir très vite une sorte de voyeurisme inacceptable. Dans le j'ai besoin de vous du président, c'est une invitation à la responsabilité. Une société fonctionne sur la base des relais. Et vous savez que le Cameroun de demain, ce sont ces jeunes qui sont les citoyens demain. Vous ne pouvez pas lutter contre votre jeunesse. Et la jeunesse qui passe son temps à vouloir précipiter ses aînés de l'autre côté de la vie est une jeunesse irresponsable. Moi, je pense que nous avons des expériences que Philippe Nanga doit passer aux plus jeunes. Moi, je peux en passer à d'autres. Mais il y en a qui sont imperméables à cela. Ils veulent une société fracturée, une société d'opposition. Et le pessimisme dans lequel tout ce discours-là nage, c'est pour construire une société d'affrontement, affrontement générationnel, affrontement idéologique. Et certains même instrumentalisent tout cela pour déboucher sur le tribalisme et la haine des autres. Les élections ont réglé beaucoup de choses dans ce pays et je pense que nous devons être des républicains. Le j'ai besoin de vous de Paul Biya, c'est une invitation
à l'effort, au travail, à la discipline, à la construction de cette nation. Et cette nation n'appartient pas à un individu ou à un groupe. C'est notre nation à nous tous. Vous voyez l'expérience que vous et moi on a vécue, on peut en parler à l'aise, n'est-ce pas? Parce que nous avons vécu à l'étranger, on a été attaqués par des gens dont certains, je me réjouis de la défaite qu'ils ont subie. C'est inacceptable. Le jeu besoin de vous, c'est le rassemblement, c'est l'appel, bon, le rassemblement, c'est pas le R, hein, mais le rassemblement au sens de la nation, c'est l'appel à l'unité, au travail qui ne nous interdit pas d'avoir nos engagements politiques, des opinions différentes, mais dans l'harmonie. Vous ne pouvez pas construire un pays ici pour rassembler le pays uni, pour lutter contre, par exemple, le terrorisme ou la division. Pendant ce temps, il y a des entrepreneurs installés à l'intérieur et à l'étranger qui organisent des meutes des gens pour déstructurer le pays, faire perdre confiance à la jeunesse. Ce double discours-là, Philippe, ne passe plus. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes qui est baisse du niveau de la violence dans la jeunesse et en même temps encourager le fait que boycott, il ne faut pas aller aux élections. On va en parler. Voici un des porte-parole de cette entreprise, encourager les boycotts et tout ça. Donc vous êtes dans un double langage et le président a dit aux jeunes, ne suivez pas cela, j'ai besoin de vous parce que vous êtes le Cameroun. Voilà l'analyse, et je pense que je peux être considéré comme un porte-parole du président. Merci. On va prendre la transition et puis on va donc parler de ces élections. Moi aussi. Bon, voilà, je pense qu'on sera servi. La marée est basse aujourd'hui à 4 je crois qu'on sera. Oui, mais c'est le lendemain du long week-end aussi. Hein. J'avoue que c'est un peu lourd, mais bon, demain le travail reprend. Mais le message est passé, certainement ça va être rapidement fait. Alors, cela dit, parlons de ces élections. Les premières commissions communales sont en train de rendre leur verdict. Des surprises par-ci, d'autres non. Des attentes, des inquiétudes. Hervé Manuel, comme je vais peut-être d'abord vous prendre avec cette phrase qui a semblé, cette phrase qui a semblé, enflammer cette journée électorale qui était plutôt bien partie. Le président de la République, au sortir de son bureau de vote à Bastos, a dit simplement qu'il ne faut pas faire attention aux petits partis qui lancent le boycott. Petit parti politique. Petit parti politique, c'est pas le mot à mot, mais je veux dire que c'est l'esprit qui en appelle au boycott. Je veux dire qu'en même temps, ça a moussé cette pique. On se dit, c'est le président de la République. Pourquoi devient-il sur le coup partisan alors qu'il s'adresse à tous les jeunes, aux Camerounais, sur ce coup-là? Mais député, c'est extraordinaire. Allez-y. C'est-à-dire, vous refusez à Paul Biya, citoyen camerounais, d'avoir une appréciation objective d'une situation. Mais la République, elle est valable. On demande à Paul Biya, le président de la République, d'avoir une appréciation globale d'une situation. Écoutez, le président fait un constat. Même ceux qui ne veulent pas voir, la vérité est que ceux qui se sont engagés dans l'entreprise du boycott ne représentent pas l'immense majorité des organisations politiques, y compris d'ailleurs des associations de la société civile comme Un Monde Avenir. Parce que ceux-là, ils sont dans le périmètre du jeu démocratique. Les petits partis politiques, ce sont ces petites organisations qui, au lieu d'aller à la conquête, qu'est-ce que c'est? Monsieur Bikaïbou qui a enseigné la définition d'un parti politique, excusez-moi, parce qu'il faut qu'on ait le même niveau de compréhension. C'est une organisation ayant pour but, d'ailleurs, avant on disait c'est un groupe de pression ayant pour but la conquête, l'exercice ou l'opposition à un pouvoir. On n'a pas dit que ce sont des organisations qui ont pour but d'entrer dans ce qu'on appelle, en science des organisations, la spirale de la marginalité. C'est-à-dire que si votre objectif en tant qu'association politique, c'est de sortir les gens du périmètre républicain et démocratique pour naviguer, pédaler à la périphérie, vous êtes une petite organisation politique. Revenons à la déclaration du président de la République. D'abord, le président de la République est un homme libre, c'est un citoyen de ce pays et il a exercé son devoir de citoyen en votant, contrairement à d'autres, n'est-ce pas, qui sont même autour de cette table. Et à la sortie de cela, il a dit que toutes ces organisations
qui s'inscrivent dans une activité d'empêcher les citoyens d'aller aux urnes ne sont pas importantes, ce sont de petites organisations politiques. C'est ce que le président a dit. Et vous dites que ça a fait mousser. Avez-vous vu le président aller animer un meeting ou aller empêcher les gens d'aller au vote ou aller obliger les gens d'aller au vote? Le président a été voté en tant que citoyen, il s'est exprimé, tout comme les amis de M. Nanga, qui eux n'ayant même pas voté, faisaient le tour de la vie. Bête noire ce soir. Non, c'est pas ma bête noire. Je vais vous dire, hein, je suis un Camerounais peut-être particulier. Il se trouve que j'ai des amis qui ne pensent pas comme moi et je les apprécie. Philippe Nanga fait partie de ces jeunes que j'apprécie, même si je suis en totale opposition par rapport à ses objectifs. Il le sait. Maintenant, pour revenir au président, on veut faire le buzz dans quelque chose qu'il a dit que je pense, que vous pensez, que beaucoup pensent. Et est-ce que, oui ou non, il n'existe pas de petits partis politiques comme il existe des grands partis politiques? Et il a parlé de ces partis qui ne vont pas conquérir les élus et qui passent le temps à agiter le désordre de la ville. Moi, je respecte les PC, quoi, là. Selon les premières révélations des commissions communales, je vous rappelle qu'ils ont déjà au moins 3 députés. Attendez que je vous dise une 3, 4 députés. Attendez que je vous dise. Attendez que je vous dise. Il faut respecter ce parti. Attendez que je vous dise. Oui, oui. Bon, ils savent que je l'ai en estime. J'ai beaucoup de respect pour le PCRM, le Popcorn, n'est-ce pas, qui ont démontré que les jeunes, et les jeunes dont le président parle, ce sont ceux-là qui, même sans penser comme lui, entrent dans le jeu républicain et vont à la conquête des sièges. J'ai beaucoup de respect pour M. Ndiok, mais je n'ai pas de respect pour celui qui refuse d'aller aux élections et organise d'empêcher les citoyens libres d'aller aux élections. Alors là, c'est un trouble à l'ordre public. Donc je termine là-dessus en disant que vous avez voulu qu'on vous donne la preuve de ces jeunes que le président appelle, mais ce sont les Kabra-Libye, c'est le Cameroun de demain. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas comprendre. Ce sont les Nourans, je trouve un peu démagogue, mais bon, elle a réussi quand même à capter et à dépasser le SDF. Et très grand événement historique, le PCRN est devenu le deuxième parti dans le Vouri, après le RDPC. Ce sont des éléments que nous devons analyser parce que c'est un nouveau monde qui commence. Avant l'analyse, je voudrais, messieurs, prendre peut-être votre point de vue global, votre première impression sortie de ces bulletins de vote dans la mouvance, en termes de participation, en termes de, je veux dire, même mobilisation des candidats. Vous, au sortir, hier à 18h, quand les bureaux de vote pour les premiers se sont fermés, qu'avez-vous le sentiment? Un vote serein, un vote transparent, un vote honnête, un vote juste? On peut dire qu'au sortir de cette élection, les Camerounais ont choisi véritablement les hommes de proximité qu'ils ont. Non, vous mélangez les questions dans l'ensemble. C'est sur tout le territoire. Oui, dans l'ensemble, je veux dire. Et puis vous avez des relais, il me semble. Je veux dire qu'à ce jour, vous êtes capable certainement au RDPC d'avoir des nouvelles de l'extrême nord. On a une nouvelle de partout, je peux vous en donner. Philippe Nanga, votre sentiment au sortir de. Il n'a pas voté. Après, il observe. Hein, et puis, il n'a pas voté. Il n'a pas voté, le voilà. Je ne sais pas. Philippe a prôné le boycott. C'est la voté qui monte tout ça. Non, c'est pas le rôle ce soir. C'est pas le rôle. Philippe n'a pas voté. Je ne me souviens pas avoir prôné le boycott. Conduit une action dans une action de boycott. Je me souviens avoir alerté et interpellé, oui, soumis à l'attention du chef de l'État le fait qu'il n'était pas bon d'organiser cette élection dans les conditions actuelles. Ça, je l'ai fait par voie de courrier. Donc j'ai écrit au Parlement aussi pour dire, voilà, en matière d'élection, il y a un élément important qui est contenu dans la CADEC, la Charte africaine ratifiée par le Cameroun, et même notre constitution, on parle de suffrage universel. Et quand on parle de suffrage universel, ça veut dire que le processus ne doit contenir aucun élément exclusif. Or, dans l'état actuel où nous avons la situation du nord-ouest et du sud-ouest, la situation du Grand Nord avec les réfugiés de Boko Haram, il nous semblait impossible de respecter le suffrage universel. Donc, dans ces conditions, pour nous, il n'était pas possible d'organiser. Deuxième élément, nous avons toujours attiré l'attention du chef de l'État et du Parlement sur le fait que nous avons, pour l'instant,
un code électoral conflictuel, et qu'il faut le réformer pour nous assurer de pouvoir conduire un processus non conflictuel. Nous avons alerté là, en 2018, on a vu ce que ça a donné, et là, il y a eu des morts. Donc, voilà les deux éléments qui nous ont amenés à attirer l'attention. Je vais vous dire, attention, c'est vrai, il y a un calendrier électoral, mais c'est aussi vrai qu'il y a le respect de nos propres engagements. Et donc, pour cela, arrêtons un instant, on règle d'abord ces problèmes-là et on avance. Voilà notre position. Si cette position a rejoint celle des partis politiques comme le CPP ou le MRC qui estimaient qu'il ne faut pas aller à l'élection, c'est autre chose. Mais je ne suis pas concurrent politique. Si j'étais concurrent politique, peut-être je me serais activé au boycott. Peut-être si j'étais... Mais je ne suis pas concurrent politique, je suis une organisation de la société civile, citoyenne. Donc je travaille pour qu'on respecte les règles citoyennes et c'est en cela que j'ai attiré l'attention. Donc maintenant, et les faits me donnent raison. Les faits me donnent raison parce que quand vous regardez, n'est-ce pas, le taux, ce qui attire l'attention de tout le monde aujourd'hui, c'est le taux de participation. C'est ça qui attire l'attention. Et ça doit attirer notre attention. C'est important de relever que une élection, c'est un transfert de pouvoir. C'est une adhésion. C'est une adhésion. C'est-à-dire que le peuple, les citoyens, adhèrent à un programme proposé par une personne ou un groupe de personnes. Et donc, le transfert, l'acceptation, l'adhésion des citoyens à accompagner ce groupe de personnes ou cette personne-là va se concrétiser dans les processus de développement. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre le processus politique et le processus de développement. Il y a un lien étroit. Et donc, quand on voit que vous avez des élus qui se retrouvent députés ou maires élus à 15%, c'est un problème. C'est un problème. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, et c'est un état général. Et je vais vous dire, Hervé, je me permets de t'appeler comme ça. Oui, on s'appelle souvent comme ça. Donc, est-ce que de mémoire, on a eu ça dans le Sud? Oui. Vous avez 40% dans le Sud. Le Sud, c'est souvent 102%. Hein. Des fois, on explose. Hein? On explose souvent là-bas. Vous avez 102% de participation. Mais là, on arrive dans le Sud, à l'Est, au Nord, où on a souvent les 90% de taux de participation. On est revenu à 40%, 35%. C'est un problème. À Douala, on a eu des cas de 14% dans certains centres de vote. Donc, je pense que c'est un souci important. Et pour nous, j'espère que cette fois-ci, nos amis du RDPC, qui pour eux, il fallait seulement gagner. Mais ça, on ne peut pas être là seulement à vouloir gagner. On doit être là à vouloir construire. On va aux élections pour perdre. Non, d'abord, Pépin, vous reviendrez après. Non, il faut dire votre première analyse. Moi, je suis de ceux qui pensent que le boycott ne fait pas partie des principes démocratiques. Là, il faudrait qu'on le dise. Le boycott fait partie des principes révolutionnaires. Et dans le cas du Cameroun, cette élection qui a été organisée le 9 février devrait être organisée il y a 2 ans. Malheureusement, lorsqu'on écoute les différents partis ou alors les différentes analyses sur la place publique, ils préconisaient pour la plupart le report de l'élection, mais ils ne donnaient pas des solutions, des mécanismes de gestion des pouvoirs au niveau local. Ça veut dire que forcément, selon la loi, l'Assemblée nationale était arrivée à conclusion. C'est-à-dire on a prolongé le mandat plusieurs fois. Et il était de bon ton de faire respecter la Constitution en organisant une élection. Maintenant, nous sommes partis également sur le principe selon lequel l'élection a été reportée il y a 2 ans parce qu'il y avait des problèmes. Et le président Biya et l'ensemble de son gouvernement ont préconisé un certain nombre de solutions, parmi lesquelles l'organisation du Grand Dialogue National du 30 septembre au 4 octobre. Les résultats de ce Grand Dialogue National, au sortir de ces 4 jours de concertation, permettaient-ils au gouvernement camerounais d'organiser une élection? Je peux dire oui, parce que quel que soit le cas, le gouvernement a lâché de l'Est en accordant un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Maintenant, on peut questionner le contenu. Le 31 octobre, on était ici avec le docteur Ita Ewane du Cameroun Patriotique Diaspora, et je lui disais justement que dans une négociation, le 100% n'existe pas, ou alors le 50% n'existe pas. On peut aller à 25%, et en mettant dans la tête qu'on peut aller au-delà, une fois que les 25% sont réellement accordés par la partie puissante
à la partie faible. Donc, si on a accordé le statut spécial à la région du nord-ouest et du sud-ouest, avec tout ce qui va comme élément de fonctionnalité, je pense que les éléments sur lesquels on pouvait s'appuyer pour organiser une élection étaient possibles. Maintenant, on questionne un peu, vous avez demandé de questionner par exemple la participation des électeurs. Il faut qu'on comprenne que depuis plus de 20 ans maintenant, le Cameroun a une culture de l'abstention. C'est-à-dire que ce n'est pas en 2020 que ce problème se pose. Je questionne un certain nombre d'élections majeures et un certain nombre de chiffres. 2011, dysfonctionnement, ça n'a rien à voir avec l'abstention. Non, j'étais présent, c'était des dysfonctionnements. Oui, les gens qui se baladaient toute la ville ne trouvaient pas leur bureau de vote. Je vais y aller. En fait, on a retenu ça comme étant... Moi, je vais sur les statistiques. 2011, on a une abstention de près de 38%. En 2018, qui était une élection qui était très courue, malgré le fait qu'il y avait un certain nombre d'éléments chrysogènes à l'intérieur du pays, on a eu une abstention de 48,5%. Soit à peu près 58,2% des participations au processus électoral. Sur les 7 millions de personnes, à peu près 3,5 millions de personnes ont voté. Donc on est déjà dans la culture de l'abstention. Ce qui est arrivé là, cette semaine-ci, en principe, ne devrait pas être un élément de grand étonnement pour les analystes. Au contraire, ça pouvait continuer à questionner la citoyenneté des Camerounais, à faire en sorte qu'on continue à travailler, à les intéresser à la chose politique. Philippe évoque tout à l'heure le code électoral, qui n'est pas consensuel. Là, tout le monde le décrit. On le trouve très partisan, c'est-à-dire taillé sur mesure exclusivement pour le RDPC, et qui n'en demeure pas. Maintenant, si nous sommes conscients du fait que ce code électoral n'est pas à la hauteur des attentes de l'électorat camerounais, peut-être c'est l'une des raisons de dispersion ou alors du désintérêt de ces électeurs dans ce processus électoral, et que la plupart des personnes appellent de vive voix à une amélioration de ce code électoral pour le rendre plus humaniste, plus proche de l'électeur. Il faudrait qu'on aille dans ce chantier-là. Et la meilleure façon d'y aller dans ce chantier, c'est justement d'essayer de jouer sur les pièges du RDPC, du parti au pouvoir. Parce qu'en réalité, il est difficile de dissocier le RDPC de l'État. Très difficile. Pour moi, je n'en fais pas une distinction. C'est très compliqué pour moi. Il est très compliqué de venir dans une conversation ou un débat où les gens ont des présomptions et pensent détenir la vérité. Je vous assure que avant c'était agaçant, mais maintenant nous commençons à nous interroger. Parce que le Cameroun n'est pas hors du monde. Moi, j'ai vécu dans un pays 35 ans qui a une tradition des élections. La question de l'abstention ou de la participation à la vie publique est une question qui est commune à toutes les démocraties au monde. Si j'ai quelque temps, qu'à ce messieurs prennent la parole, comme d'habitude à l'université, ne la transmettent pas, je peux vous donner 3 élections américaines qui se suivent, toujours avec un taux d'abstention le plus élevé. Est-ce que l'Amérique n'est plus une démocratie, y compris la dernière élection enthousiaste du président actuel, qui n'était pas plus fréquentée que les autres? Vous allez en France, le même phénomène a lieu. Je voudrais répondre à Philippe une chose. Une bonne élection, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise dans un pays. Il y a des élections en Espagne, il y a des élections en Grande-Bretagne avec la question de l'Irlande du Nord. Il y a des élections en Catalogne. Il y a des élections en Italie, des pays où il y a des problèmes. Donc le critère que vous choisissez, excusez-moi, il est tout simplement un alibi à votre posture politique. Les élections qui ont eu lieu avant-hier au Cameroun sont des élections... Bon, et soyons d'accord aussi sur une chose. Les acteurs politiques ne peuvent pas considérer l'abstention comme une question mineure. C'est ensemble que nous devons nous battre pour que l'adhésion à la chose politique, parce que c'est la garantie que la volonté souveraine de la nation s'est exprimée et que les frustrations ne vont pas en être. Mais quand vous demandez, et M. Bekay vient de l'expliquer, quand vous demandez aux gens d'aller aux urnes et d'autres organisations financées par des groupes d'intérêt disent non, surtout n'allez pas aux urnes. Il y a un problème. Deuxième niveau, nous sommes dans un pays où le vote n'est pas obligatoire, M. Nanga. Vous avez des pays
en Europe comme en Afrique où le vote est obligatoire. Dans le royaume de Belgique, le vote est obligatoire. Et si vous ne votez pas, ça a des conséquences, y compris que vous ne pouvez pas être fonctionnaire dans le service public. Ce n'est pas le choix qui a été fait par les pères fondateurs du Cameroun. Donc, aujourd'hui, et je trouve que vous faites un saut téméraire sur une falaise, en considérant que parce que l'abstention est importante, donc ça veut dire qu'il n'y a pas adhésion, je pense que vous prenez trop de liberté avec la vérité. Parce que tous ceux qui ont été aux élections, nos concurrents, voulaient aussi des voix. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu que nous avons gagné que vous allez dire non, ce n'était pas une élection. Autre chose, cessez de dire le RDPC que le code électoral est un costume sur mesure sur le RDPC. C'est faux. Il y a des gens qui ont été élus aujourd'hui et hier avec ce code électoral. Et il y a des partis dits de l'opposition qui ont eu des élus. Et ils n'ont pas... ils ont réussi à traverser les mailles du filet. Non, mais je m'excuse. Je m'excuse, monsieur le député Tongo. Vous n'allez pas insulter, par exemple, l'élection éventuelle de Cabral. Au contraire, le dire, c'est davantage le féliciter. Ah, merci. Encore plus. Vous le félicitez, c'est... non, encore plus, parce qu'au regard de la machine sans être péjoratif, je veux dire qu'on reconnaît la mobilisation souvent assez forte du RDPC ou alors du parti en tant qu'institution, des moyens qui sont dégagés et tout ça qui sont mis à la disposition des candidats. On sait que c'est le parti au Cameroun qui a certainement un certain nombre de militants importants dans l'administration, donc les moyens sont vraiment multipliés par rapport aux autres partis. Monsieur le député, donc que Cabral Libi et certains autres partis réussissent à faire ces chiffres, ils sont peut-être à féliciter doublement. Monsieur le député Tongo, ne me faites pas le coup des médias où les présentateurs deviennent les porte-parole des autres, de l'opposition. Oui, mais les présentateurs sont d'abord des observateurs. D'accord. Alors moi, je veux dire qu'entre deux mots, dans un débat, ils peuvent... Je vais vous répondre sur ce terrain. Si vous prenez... Parce qu'il faut rentrer dans l'analyse comparée. Nous sommes dans un monde planétaire, un village global. Il faut rentrer dans l'analyse comparée pour savoir quelle peut être l'évolution de la question démocratique des élections au Cameroun par rapport aux autres. La Côte d'Ivoire, l'avant-dernière élection de la Côte d'Ivoire qui a abouti à la désignation du président actuel, s'est faite dans un pays qui était en quasi-guerre, l'état de guerre. Les différents pays ici, y compris la République démocratique du Congo, qui est l'enfant chéri, qui attire l'attention des Nations Unies, ça s'est fait en état de guerre. Et vous allez au Venezuela en état de guerre dans d'autres pays. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Et nous avons un système politique qui fait que depuis au moins 30 ans, et particulièrement dans les 20 dernières années où le président a accéléré le développement démocratique, vous avez plusieurs mairies, plusieurs collectivités territoriales mairies ou des postes parlementaires qui sont occupés par des partis d'opposition. Et donc, il est tout à fait téméraire et de mauvaise foi de venir aujourd'hui, comme certains le font. D'abord, la plupart de ceux qui le disent avaient dit qu'ils avaient dit qu'il n'y aura pas élection. Il y a eu élection. Il y a eu élection présidentielle. Ils ont continué avec la même chorale des aboyeurs. Et maintenant, il y a eu cette élection à laquelle a participé, autour de cette table, nous avons un candidat qui a été à cette élection. Il peut nous dire si à Yabassi, il a été empêché de faire campagne, s'il y a eu des obstacles, ce serait pour le regretter. Mais il a été aux élections. Alors, le résultat est là, il faut respecter les Camerounais qui se sont levés pour aller aux élections. Le système démocratique est appelé à évoluer. C'est ce que le président a appelé le nouveau Cameroun. Nous ne pensons pas que nous soyons au paradis, mais nous ne sommes pas les moins bien logés dans le monde en matière électorale. Donc, il faut respecter les résultats. Et je suis heureux. Et personne ne les conteste. Hein. Ah, d'accord. Philippe Nanga, ils n'ont pas contesté. Vous venez de dire, il vient de dire quelle est la valeur de la légitimité de quelqu'un qui a été élu par un... C'est pas la contestation, on ne parle pas le même français. Je parle de la légitimité des élus. Oui. Dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Elle est à questionner. Ils sont légitimes. Non, ils sont légaux, mais la légitimité... D'abord, à ce petit débat, c'est qu'il y a tout système démocratique doit avancer.
Absolument. Aucun système n'est statique. Ça se passe toujours. Nous avons connu Honnête 1, Honnête 2, Absolument. il y a eu Alors, comme le MINAT d'abord. Voilà, il y a eu de l'évolution dans tout ça. Même, je prends toutes les références en France, même en France, il y a tous les problèmes démocratiques. La proportionnelle, les gens disent qu'il faut donner une dose de 5-10-10, c'est tout pour permettre au système électoral français d'exister et de s'accommoder aux réalités locales. Or, mais comme on est en politique, chaque politicien tient son système électoral. Le président dit, ok, si je donne beaucoup la proportionnelle, à un moment donné, je peux être en difficulté. Donc, voilà. Il va de bonne guerre que le RDPC ne puisse pas. Même, je dis, est-ce que la garantie d'un code à 2 tours va garantir le succès d'une élection ou pas? Je ne pense pas. Même si on met un code à 2 tours, Cabral tout dit, on peut gagner cher, avec le code 6. Ça coûte très cher. Ah non, c'est pas une question de tout, mais tout le monde ne sera pas d'accord, il a raison. Voilà, parce que le code à 2 tours n'est pas une garantie. Voilà. Le système, il a évoqué le système américain, qui est, on dit, le plus puissant, mais il connaît aussi ses défaillances. Donc, je pense qu'il faut que nous, les acteurs politiques, nous puissions nous assurer que le minimum qu'on a sous la main puisse être garanti dans ce que nous faisons au quotidien. Moi, je prends le cas de Yabassi, pour vous dire, si on se limite à Yabassi, on peut dire qu'Elekam a fait son travail. Bravo. Si on se limite à Yabassi, on peut dire qu'Elekam, dans le processus de dépôt de candidature, de traitement, le suivi des élections, tous les acteurs qui étaient là, on ne peut pas dire à un moment donné, mais c'est nous, le parti politique, qui amenons Elekam dans ce problème. Ce que les amis de Com ont pu faire n'a rien à voir avec Elekam. Mais aujourd'hui, on les rattache à ça. Maboula est devenu mon ami, mon ancien ami. Non, je dis que c'est vos amis, j'ai dit. Les camarades. Non, rien à voir. J'assume mes amitiés. Son ami, c'est Philippe, mais il n'est pas d'Elekam. Non, rien à voir avec Elekam. Mais c'est que comme dans le conscient des Camerounais, on associe tout ça, donc on estime que c'est Elekam qui aura dit de faire ça. Mais Elekam n'est pas associé à cela. Non. Ils se lèvent un matin, si monsieur qu'on va donner 2000 à quelqu'un de voter, c'est pas Elekam qui a dit de voter. Mais on associe. On a trouvé quelqu'un avec plusieurs cartes d'électeurs, il était PCRM, au PK14. Ce n'était pas militant, ce n'était pas un militant du RDPC. Il faut faire attention. C'est pas une rumeur? Non, c'est pas une rumeur, puisque dans leur caisse de résonance, on associe ça à Elekam. Quand c'est le RDPC, c'est pas une rumeur. Quand c'est le popcorn, c'est une rumeur. Je sais que vous piochez souvent bonne chose, mais celle-là, elle est difficile. Non, mais par contre, on peut pas dire que le cas de Yabassi soit un cas qui doit faire une généralité. Il y a des cas où il y a des coins où Elekam a failli. Pourquoi? On n'en sait pas. Donc les analyses post-électorales nous diront pourquoi est-ce que Elekam a failli. Mais on sait, dans certains secteurs, certains responsables de l'ECAM participent d'une manière visible à cette situation. D'où mais ce que vous voulez relever, c'est que ce n'est pas institutionnalisé. Ça peut être des individus, c'est sur la casquette de l'État. C'est un comportement individuel. Voilà. Et on les associe immédiatement parce que tellement ils nous ont habitués à mélanger tout. Forcément, on dit que c'est le LPS qui leur a demandé de faire ceci, mais pas forcément cela. Donc il y a un sentiment général qui dit que l'ECAM peut être amené à poser des actes, mais qui n'ont rien à voir avec la nature de l'élection. Monsieur, je peux vous donner une information. Dans l'ensemble du Vori, la plupart des partis ont signé le procès-verbal pour les communales. Je ne vais pas citer le lieu, puisque je ne suis pas l'homme qui doit donner les résultats. Dans une circonscription de Douala, où les candidats ont été proprement battus, et je ne vais pas les citer, parce que si j'utilise un mot, vous saurez où c'est, ils refusent de signer les procès-verbaux. Donc, ils s'inscrivent déjà dans le contentieux électoral, n'est-ce pas, monsieur? Croyez-vous que nous pouvons construire une démocratie si nous ne faisons pas un effort de bonne foi minimal pour les uns les autres? Parce que moi, j'admire, par exemple, le jeune Boilem qui a reconnu sa défaite propre en faisant une déclaration. Et ça se passe calmement. J'ai été à la proclamation des résultats à Douala 5e, qui est ma circonscription, et ça s'est passé convenablement. Mais vous avez des professionnels qui, même s'il fait beau, les amis de Philippe, il pleut pour eux. Et ils ne peuvent pas accepter le jeu démocratique que lorsque c'est en leur faveur. C'est totalement inacceptable. Oui, c'est que le sentiment général, c'est que qui ressort de là, on ne peut pas dire que tout s'est bien passé. Une élection qui a toujours des incidents n'est pas une bonne élection. Vous avez signé votre PV, n'est-ce pas? Je n'étais pas dans la commission, mais un de mes amis était à la commission qui a signé son PV. S'il n'y a pas d'instruction, signer PV. S'il n'y a pas d'instruction, signer PV, ce n'est pas ça qui fait ceci. Donc je dis, une élection qui a des incidents, et les incidents, on en a connu, qu'elles soient mineurs ou majeurs, ce n'est pas bon. Donc on ne peut pas dire que d'une manière globale,
l'élection, mais l'élection a connu des points de tension partout, dans certains points du Cameroun, que certainement le contentieux dirait davantage dessus. Alors justement, vous en tant qu'observateur, quels sont ces éléments que vous avez... Observateur. Oui, observateur. C'est un joueur qui joue à la périphérie. Quels sont ces éléments peut-être, comment vous avez appelé ça tout à l'heure, Perturbateur. bon, pas perturbateur, vous dites qu'il a été relevé, les incorrections, si je peux dire ça comme ça, relevées tout au long de ce processus. Je voudrais d'abord commencer par dire ici mes encouragements à tous ces jeunes que nous avons déployés sur l'ensemble des 10 régions, parce que nous avons déployé 1300 jeunes dans les 10 régions, dans 47 départements. Je les encourage parce que malheureusement, nous avons toujours fait face aux difficultés, notamment à l'obstacle gouvernemental à travers son ministère de l'administration territoriale qui a un souci avec l'observation électorale. Une fois encore, l'ONG Monde Avenir, qui est bien connu dans ses activités de renforcement de la démocratie, n'a pas obtenu d'accréditation. Comme d'autres organisations, comme Transparency, comme l'association internationale Kofi Annan, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on n'a pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu de réponse du MINAT. Mais nous avons déployé nos observateurs, comme Transparency et d'autres, sur le terrain, parce que c'est des citoyens camerounais, électeurs, et donc qui ont le droit de faire ce que nous appelons le suivi citoyen. Malheureusement, ils ont été confrontés à des difficultés, notamment à Batié, où le sous-préfet a séquestré 3 de nos observateurs de 11h à 20h30. Oh. Ça fait pas du bien parce que c'est pas des bandits, c'est pas. À un moment on dit c'était des gestions, alors que nos observateurs on les connaît toujours, ils sont bien balisés avec des t-shirts, chapeaux et badges. Ici à Douala ça a été pareil, heureusement nous étions présents donc on pouvait facilement rapidement intervenir. J'étais retenu comme ça du 2e arrondissement, je suis allé, tout de suite on est intervenu. Et donc à l'est également, il y en a qui ont été retenus là-bas, mais ils ont été relaxés. Juste après. Et ça ne donne pas une bonne image de notre processus électoral. Et donc, pour dire qu'il y a malheureusement une proximité entre le MINAT et les CAM, et souvent avec le RDPC, qui donne une mauvaise impression générale. Et donc, il a bien fait, et moi je le dis tout le temps, et les CAM en tant qu'institution n'a pas un problème en tant que tel. Non. La loi dit que ELECAM a la pleine responsabilité de la conduite des opérations électorales. Mais sauf que dans la pratique, c'est pas ça. C'est pas ça. Et même quand la loi le dit, à l'intérieur, encore cette même loi dépouille ELECAM. Vous voyez, c'est pas les magistrats qui devraient donner le résultat, c'est ELECAM partout. C'est-à-dire que le nom indique que c'est l'organe en charge de la conduite des opérations qui proclame le résultat provisoire. C'est après le contentieux que les magistrats peuvent... Ça a été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à la 3e. Ça a été le cas. Oui. À la 5e, c'est le cas. À la 3e. Mais ailleurs, c'est pas ça. Donc ailleurs, par exemple, c'est un magistrat qui a proclamé. Voilà. Ouais, bon. Voilà, donc, et là encore, c'est pour les municipales, mais pour les législatives, c'est les magistrats. C'est les magistrats. C'est pas normal. Donc, il y a un problème. Mais globalement, ELECAM ne nous pose pas en tant que tel. Par contre, il y a des personnes là-bas qui font très bien leur boulot. On a vu d'ailleurs sur le terrain nos observateurs à Nubel. Un observateur a été interpellé par la police. C'est le responsable du centre. Moi, je n'étais pas là parce qu'on m'a appelé pour me dire on a retenu un autre. Et après, on me rappelle pour dire non, le responsable est intervenu. Donc, le responsable de l'ECAM, du centre, est intervenu pour dire non, laissez l'observateur faire son boulot. Donc, ailleurs, vous aurez trouvé un gars qui va vous dire non, il faut l'amener. Donc, pour dire qu'à l'intérieur de l'ECAM, il y a des gars qui font bien leur boulot. Mais alors, au-delà de ça, quand je disais une correction, je corrige vraiment tout à l'heure, je voulais dire irrégularité. Alors, maintenant, s'il y en a eu, quelles sont maintenant, du point de vue matériel, éventuellement les responsabilités. Nous n'avons pas relevé de problème. Il y a eu quelques retards d'approvisionnement de bulletins de certains candidats, mais ça a été réglé rapidement. L'ouverture des bureaux de vote, c'était plus ou moins bien sur l'ensemble du territoire. Vraiment, le matériel était là. Aussi à temps, on n'a pas vraiment connu de soucis. Le souci avec ELECAM que je peux relever, c'est la formation de ses représentants. Ils sont très mal formés. Je le dis chaque fois aux responsables de l'ELECAM, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas comprendre. Nous, on est même prêts à apporter notre contribution. Ils sont mal formés. On a vu encore pendant la proclamation, le dépouillement, qui s'embrouillent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut mal, et ainsi de suite. Ils ne sont vraiment pas bien formés. C'est un problème. Ça peut créer des tensions.
et ça a créé des tensions à Bébanda, la question des fraudes. Parce que là aussi, il y a eu violence là, dans un bureau à Bébanda, le collège Fotso. Oui, parce que une violence organisée. Non, parce que en réalité, il y avait des bulletins. Non, c'était la même chose qu'ils ont voulu faire à Douala 3e. Et ça n'a pas marché dans Alors, entre autres faits... oui, non, mais toi, tu es toujours présent là où il y a problème. Non, parce que c'était la fin. Je passais pour aller à Deido, parce que c'est à Deido que moi j'aime bien. Toi, tu as toujours le hasard. Non, je passais et mes observateurs m'ont appelé et je me suis arrêté sur le coup. J'ai fait la vidéo. J'ai la vidéo. Comme d'habitude. J'espère que vous n'allez pas venir casser mes locaux là, parce que quand je dis comme ça que j'ai des preuves, après on vient casser. Non, Philippe. Non. Honnêtement, globalement, sur le plan matériel, la conduite a été bonne. Les questions de l'achat de voix, ça existe toujours. Malheureusement, tous les partis n'ont pas de l'argent. Il y a une dame qui a organisé une société de transport urbain ici. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tous les partis se lancent à cette pratique, mais le RDP c'est beaucoup plus. Non. Je donne le nom. Il faut le dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je peux placer. Non, je ne parle pas de ça. Je veux dire, les transgressions de l'ordre public par quelques individus sont à condamner, d'où qu'elles viennent. Moi, je me réjouis que Philippe montre qu'il y a une évolution dans les comportements et c'est bien que tout le monde... Parce que nous avons des nouveaux acteurs politiques qui n'hésitent pas à piétiner l'ordre public. Mais ce que j'ai entendu, M. Ndiop, tout comme Philippe d'ailleurs Philippe a corrigé, ce sont des comportements personnels. Ni l'administration, ni l'ECAM ne doivent être considérés comme des organes de base du RDPC. Je vous assure que ce n'est pas le jour, mais nous pouvons mettre sur la table des choses sur lesquelles légitimement nous pouvions nous interroger sur certaines positions de l'ECAM au RDPC. Mais nous ne le ferons pas parce que nous sommes dans un processus, comme vous avez dit, qui évolue. Vous comprenez? Qui évolue, et nous allons évoluer ensemble. Le plus important, c'est que aucun comportement ne vienne fausser le résultat dans une circonscription. Et je crois que dans l'ensemble, tout a été respecté. Quand vous voyez, par exemple, sur les affiches, je peux vous dire que le concours de beauté ont été plus du côté des amis de M. Ndiok et Bukai. De peut-être le résultat oui, voilà. attrayant. Mais c'est du dynamisme. J'ai entendu sur une radio périphérique à Douala où on disait que le fait de créer un call center était contre la loi. Mais enfin, j'ai posé la question, mais vous êtes contre la modernité? Partout dans le monde, les partis ont des call centers. Tant que vous ne faites pas pression et que ce n'est pas en violation de la liberté de vote des uns des autres, c'est un instrument moderne, tout comme d'autres utilisent Internet pour dire tout et n'importe quoi. Donc, nous sommes dans une évolution, nous devons nous inscrire en effort. Vous voyez comment, par exemple, ma candidature a été recalée. Ils ont été surpris que je dise, je me soumets à la loi, même si elle peut être contestable, il y a une autre élection. Nous ne devons pas faire des incidents du processus électoral, la fin de l'histoire, ou la raison pour créer la Troisième Guerre mondiale. Alors, sans forcément donner les chiffres... Et le Cameroun a un peu aujourd'hui. Et je dis à Douala, on a fait cesser des zones grises d'agitation politique parce que le RDPC a repris la première mairie du pays. Sans donner les chiffres, Douala si on appréciait justement la performance, le comportement des partis politiques, tous confondus. Qui ont participé. Oui, bien sûr, on parle d'élections, on ne parle pas d'autre chose. Vous avez certains qui disaient, on y va pas. Eh bien, ceux-là ont perdu. Non pas les élections. Oui, je parle des partis politiques qui disaient, on ne va pas aller aux élections. Oui, le matin, le 10, le soir, ils vont aux élections. Pépin, dans l'ensemble. Non, le comportement est à saluer parce que les partis se sont déployés, chacun avec ses moyens, une fois de plus. Les petits partis, entre guillemets, pour rejoindre les propositions. Les petits partis politiques. Oui, pour rejoindre les propositions du chef d'État du 9 février. Se sont déployés avec les moyens qui correspondaient à leur budget.
Et les grands partis, pour jouer également les propos du chef d'État, c'est-à-dire son parti, ont également eu l'occasion de se déployer. Mais c'est qu'on peut quand même... Le parti qui vous est proche, le PCRS, vous le classez où? C'est un parti des riches. C'est un parti des riches. Non, s'ils avaient des bus à Douala, c'est un petit parti qui a fait un bon résultat. Pardon. Laissez-le développer. C'est un petit parti qui a fait un très bon résultat pour une première participation à l'élection. Parce qu'il ne faut pas oublier que le parti est créé en février 2003 et c'est la première fois que le parti participe aux élections. En 2003, je crois qu'il était créé à Guidéguis. Du moins en 2003. Bon. Mais c'était un parti qui était encore dans la poche. Donc on l'a sorti du sac pour le mettre sur la scène. Et à ce niveau de score, je pense quand même que Cabral et l'ensemble de ses lieutenants sont à féliciter pour ce coup-là. Absolument. Voilà. Donc, pour revenir à l'analyse que je suis, ou alors que je suis en train de faire... Non, t'es militant, arrête de jouer. Que je suis en train de faire, c'est que les partis sont déployés avec leurs moyens. On regrette un peu qu'il n'y a pas eu accompagnement parce que la dotation du MINAT est arrivée un peu tardivement, peut-être une semaine après le lancement de la campagne. Il était très minoritaire. Ceux qui étaient engagés au processus de la campagne avaient déjà énormément dépensé. Et cette petite somme qui est arrivée n'était même pas capable de couvrir l'ensemble du territoire parce qu'il fallait faire des dotations pour essayer d'apporter un soutien aux partis qui étaient déjà en train de se déployer. Bon, mais dans l'ensemble, quand même, ça s'est fait dans la sérénité. Il n'y a pas eu violation de la loi parce qu'on était dans un régime de déclaration, pas d'autorisation, parce que la loi encadre tout cela. La presse également, il faut la saluer parce qu'elle accompagnait également ces partis politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Et à chaque fois, les échos ont été relayés auprès des populations qui suivaient, même si elles ne se sont pas déplacées massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Il faut également saluer l'action des réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le nouveau dada, outil de campagne des petits partis. Parce que sans ces réseaux sociaux-là, ces petits partis n'existeraient pas. Et il y en avait qui étaient suivis 24 sur 24 par rapport à leur descente sur le terrain, surtout en zone rurale. Parce que c'est plus difficile de faire campagne, de battre campagne à Yabassi, dans les villages périphériques, que de battre campagne à Douala. Parce qu'ici, c'est un maillage territorial qui est très facile. Les populations sont en zone urbaine, les déplacements également sont très plausibles. Mais en zone rurale, ce n'est pas toujours le cas. On risque de se retrouver dans des zones où il n'y a pas le réseau. Donc, dans l'ensemble, le comportement des partis, dans ce qui contient la campagne, et même dans l'attente des résultats, parce que tout s'est fait dans le calme, les commissions communales ont proclamé les résultats. Maintenant, les partis, pour ceux qui estiment qu'on a violé la loi, ils sont en train de préparer le contentieux électoral. Jean-Jacques Diop, le comportement des partis politiques pendant cette élection. Bon, en ce qui concerne notre parti à nous, les consignes données par le leader lors des préparations, la période avant la campagne, ont été respectées. Tous les camarades, que ce soit ceux qui sont en ville et ceux qui sont été dans la République comme nous autres, nous n'avons pas eu un problème majeur. Mais comme le relève, même si la dotation de l'État n'est toujours pas proportionnelle à ce que nous dépensons, mais bon, si celle-ci peut venir beaucoup plus tôt pour qu'on essaie un peu de gérer un certain nombre de problèmes pour certains candidats qui étaient beaucoup plus dans le besoin que d'autres, on peut le déplorer. Mais dans l'ensemble, en ce qui concerne nous autres, nos camarades se sont déployés sans de grosses difficultés sur le terrain afin de pouvoir porter, n'est-ce pas, le message qui était le nôtre et faire adhérer les populations à notre projet. Bon, nous développons aussi, par exemple, le cas de notre ami à Galim, où ces affiches étaient systématiquement déchirées par les amis de monsieur, comme ça c'est connu ici. Bon, tout ça, ces petits actes sont à déplorer. Donc il y a comme ça, comme on attend, quelques cas isolés, des individus qui se prennent le plaisir de déranger d'autres candidats alors que la campagne avait commencé dans les conditions. C'est aussi le cas pour Mokolo, avec Gadi. D'abord, Philippe Nanga, sur le comportement des partis politiques dans l'ensemble. Je crois que dans l'ensemble, les partis politiques qui se sont lancés dans la bataille ont plutôt conduit leurs activités sans gros soucis, mais il y a eu quand même des soucis. Nous avons répertorié quelques cas d'interdiction, même le PCRN en a été victime d'interdiction des manifestations sur le terrain. On en a relevé également. Il y a eu quelques cas aussi d'altercation entre quelques membres des partis politiques à certains endroits qu'on a recensés. Surtout aussi
Malheureusement, l'absence de régulation, parce que les partis politiques, heureusement, ont été très disciplinés, parce que moi, je craignais des violences. Il y a eu beaucoup de cas d'activités de campagne entre les partis politiques dans un périmètre de proximité. C'était pas bien. C'était pas bien, ça montrait qu'il y avait un problème. Pendant qu'un parti est là, il y a un autre qui est à 300 mètres en train de faire le meeting. C'est pas bien, ça peut créer un clash. Pareil pour les affiches également. Heureusement que les partis, bon, ça ne pose pas trop de soucis. Mais là aussi, il y a un déficit de régulation. Pourtant, la loi, n'est-ce pas, organise les affichages, mais c'est jamais respecté. Et heureusement que les partis politiques, je dois dire que sont très, très disciplinés. Sinon, on pourrait avoir des cas de violence du fait des affichages. Hervé. Non, mais moi je pense que cette campagne a démontré d'abord qu'il y a beaucoup de maturité des organisations politiques. Il y a un résiduel, comme Philippe le dit, des gens qui pensent encore que la violence peut être un instrument de conquête politique. Et ils ont perdu, parce que les résultats montrent qu'ils ont été sanctionnés. Là, Philippe n'ose pas le dire, mais nous, on a commencé cette campagne au marché Dakar, où un parti s'est invité tout seul, avec des mototaxis, klaxons et tout. Et puis vous connaissez l'incident où un monsieur s'est permis de marcher sur l'effigie de notre président, sur les tenues de notre parti. Mais c'était marginal. Ce que moi je voudrais dire quand même, c'est que cette campagne à Douala, qui parfois avait un côté un peu démagogique, surréaliste, a montré quand même l'irruption de nouveaux talents. Ça va s'améliorer. Mais ça a montré des nouveaux talents et la liberté d'expression a fait que lorsqu'on va proclamer les résultats, il y a une nouvelle carte, des nouveaux visages qui apparaissent dans la vie politique. Et de ce point de vue, c'est une leçon pour les vieux partis, les anciens partis qui ont délaissé des territoires à ces nouveaux partis qui ont réussi à mobiliser les jeunes. Si vous prenez, par exemple, ceux qui ont voté pour certaines listes, je ne veux pas citer, c'est carrément une transhumance des militants qui ont dit, si nous ne sommes pas sur telle liste, ou nos représentants ne sont pas sur telle liste, nous migrons vers d'autres listes. Et ça a fait donc que ceux qui ont voulu sous-estimer les nouveaux acteurs, ils vont payer un prix trop élevé parce que à Douala 3e, la deuxième force aujourd'hui, c'est le PCRN. À Douala 5e, la deuxième force aujourd'hui, c'est le PCRN. C'est inimaginable, c'est une entreprise fulgurante. Donc, ceux qui ne croient pas à l'avenir, qui pensent que le jeu est bloqué, ils n'ont pas le droit de le dire parce que la vérité est que les choses évoluent et c'est une campagne qui a été calme, tout le monde a fait un effort. Mais moi, je ne donnerai pas le cutus aux médias. Parce qu'il y a des médias ici qui ont voulu inciter à la violence, troubler le déroulement normal de la campagne. Il n'y avait pas la sérénité, surtout les médias. Il y a des médias qui, matin, soir, d'abord appelaient au boycott et deuxièmement incitaient les gens à ne pas. C'est la défaite de tout ce monde-là et donc je dis aux nouveaux élus, continuons notre marche vers l'avenir et tout le monde a sa place dedans et c'est maintenant qu'on va voir ce que chacun apporte parce que la réalité est que quand vous avez promis que vous allez créer 200 emplois et que vous allez donner 200 000 francs, vous souriez, M. Bikaï, nous avons eu ce débat, vous allez donner un SMIC à 200 000 francs, il va falloir le donner dans vos collectivités territoriales que vous allez diriger, il va falloir donner l'exemple en donnant ce SMIC. Donc il y a eu une démagogie de certains, et bon, mais voilà, on est heureux. Et puis, la campagne a eu lieu sur tout le territoire. L'élection a eu lieu sur tout le territoire. N'en déplaise à M. Nanga, je peux vous donner les résultats dans le nord. Ouais, on n'a pas de résultats ici. Avec. Non, je dis les indications. En ce qui compte. Non, pour les municipales, on peut donner des indications, c'est officiel. Oui, les commissions communales l'ont déjà. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des communes, excusez-moi, quand vous dites dans une commune qui a un seul siège de député et qu'on vous donne les résultats des municipales, sauf si c'est de la sorcellerie. À vous faites vos résultats des législatives, c'est tout ça. À Bonabéry, vous n'allez pas me dire qu'il y aura un éboulement terrestre parce que le RDPC a gagné. La commune. La commune. Et donc, je pense que... les communes. Non, je pense que dans l'ensemble,
merci que Estevie, par exemple, ait participé à la sérénité. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et c'est une leçon de choses pour nous autres. C'est comme ça que nous allons amener les Camerounais à aller plus encore aux urnes. Parce que certains ont perdu. Parce qu'ils ont prôné le boycott tout en étant candidats. Alors pour finir, est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut dire que ces élections-là, les résultats vont véritablement refléter le choix du peuple? Je veux dire que... Ça, c'est un coup de vis. Non, mais je pense quand même qu'il faut être honnête. C'est ça l'objectif, non? Il y a eu peut-être élection, il y a eu élection dans les 8 régions, mais dans les 2 régions en conflit, il faut le dire encore, les populations n'ont pas effectivement participé au jeu démocratique, il faut le dire. La plupart des électeurs là-bas, c'était les forces armées. Donc, la population elle-même n'a pas... J'ai eu un ami aujourd'hui dans le sud-ouest, il y a eu élection, monsieur Namba. Et le danger, c'est que... Dans certains endroits. Non, les zones comme Limé, on sait que Limé, c'est relativement... Le danger, c'est que quand vous avez, donc, dans une commune, où vous avez 450 ou 800 militaires, gendarmes, qui vont voter des députés et des maires sans être de la localité. C'est caricatural, Philippe. Non, mais c'est la réalité. À Kumba, le maire sortant a été battu et ce ne sont pas les militaires qui ont voté contre lui. C'est la réalité. Non, c'est caricatural. Non, mais il y a combien de communes là-bas? Combien de communes? Kumba, c'est une des plus importantes villes du sud-ouest. Ah ben, je suis désolé. La question dernière était si vous avez le sentiment que finalement ce scrutin, ce vote, les résultats qui en sortiront vont refléter véritablement non seulement la carte politique, mais aussi, vous dites... Monsieur Lipita, puis-je vous dire quelque chose? Chaque élection est une nouvelle photographie de rapport de force politique dans un pays. Il n'y a pas une carte qui est figée depuis un siècle. Non, la question est de savoir... Chaque élection, celle-là, avec ses conditions, va nous sortir une photographie des rapports qu'il y a eu. Vous voyez, par exemple, voilà un Camerounais de la diaspora qui était candidat dans une ville symbolique comme Yabassi. C'était pas avant. Donc, et avant lui, les gens ne le savent pas assez. Le maire sortant Maboula, il venait du Gabon. Vrai ou faux? Oui. Donc, chaque élection a une réalité. Et vous allez avoir, parmi les images qu'on va retenir de cette élection, c'est par exemple le visage angélique de Nouran, à Vouri-Est. Chaque élection a une réalité. Non, je voulais dire qu'au-delà de ce que Hervé essaie d'évoquer, la plupart, pour parler de la cartographie politique, la plupart des partis qui étaient en liste, en compétition, ont eu le résultat de leur engagement sur le terrain. Si on prend par exemple la circonscription Vouri-Est, municipale beaucoup plus, on voit qu'il y avait à peu près, pour ce qui concerne les municipales à Vouri... municipal Vouri-Est, ça dit dans la 3e, dans la 5e. Il y avait... Non, il y a ces 2 communes différentes. Oui, bien sûr. C'est la même circonscription au niveau des législatives et 2 communes différentes. Les plus importantes du pays d'ailleurs. On avait par exemple le PCRN qui était en liste, il y avait le SDF et il y avait le RDPC. Et au vu des résultats de cet après-midi, le RDP s'en sort avec 46 sièges, le PCRN 7 sièges et le SDF 8 sièges. À Douala 3. À Douala 3. Oui, parce qu'à Douala, c'est 43. Voilà. Et avec le PCRN qui s'en sort avec 10 sièges. C'est-à-dire ce sont ceux-là, on sait à peu près, ce sont ceux-là qui ont demandé le suffrage, les suffrages à la population. Voilà. Et la population n'a pas voulu qu'un seul parti ait la majorité absolue. Ils ont choisi délibérément le fait que tous les partis, que le conseil municipal reflète le nombre de partis. En 5 ans, ils reprendront tous de la gestion de la cité. Bon, maintenant, si on va un peu en zone rurale, notamment dans l'Union Ekele, où il y avait le PCRN en compétition et le RDPC. Le RDPC a été laminé, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire d'Union Ekele, copieusement laminé. Ils ont perdu dans plusieurs circonscriptions communes et puis même au niveau de législative. Ça n'a pas été le cas, par exemple, pour la Sanaga maritime, où ils ont été téméraires. D'ailleurs, je l'avais annoncé. Non, ils ont gagné, monsieur. Vous choisissez vos mots comme vous voulez. Pour finir, hein, il y a plus beaucoup de plateau. Le PCRN a été battu dans la Sanaga. C'est qu'on regrette à l'intérieur de cette nouvelle carte politique. Et là, je l'ai dit ici lors de l'émission du 10 décembre,
c'est que le RDPC partait déjà victorieuse dans plus de 50 communes et dans près de 46 sièges. Merci. Et ça dilue un peu le caractère compétitif de l'élection. À cause de qui? Parce qu'une élection, c'est une compétition. Monsieur Ndjoki là était en compétition avec d'autres formations politiques. Merci. Il était content de compétir. Mais quand quelqu'un va à rêvez, l'élection monsieur Bukai. et a déjà gagné, Merci, ça cause un problème d'éthique. Vous rêvez. Jean-Jacques. C'est un problème d'éthique. Écoute, il n'y a pas de raison que les résultats ne puissent pas être la réalité, ce qui est sur le terrain. Maintenant, si on arrive encore à avoir le même problème avec la Cour suprême qui va proclamer les résultats, où on dit que le dernier PV qui est mis dans le dossier de la commission a fait ceci, on risque d'avoir problème. Mais si les différentes commissions, que ce soit la commission communale ou départementale, rendent les PV tels que les différents participants, les membres des partis politiques ont tenu, il n'y a pas de raison que le président Tangana commence à dire que le PV là, on n'a pas joint tel document et qu'on retrouve encore sur la spirale. C'est la suspicion. Non, je dis qu'en fait, comme on a dit, chaque élection a ses réalités. Absolument. Chaque élection a. Donc je ne pense pas que le poids de cette élection est le même que le poids de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que donc, je ne pense pas qu'il y aura même une tentative de commencer encore à chercher qu'un PV a été. Je ne pense pas. Donc je pense que, en toute modestie, les résultats doivent refléter la réalité du choix. Philippe Nanga. Peut-être refléter, je ne sais pas si ça reflète vraiment, mais il y a toujours des soucis. Peut-être qu'il n'a pas envie de le dire, nous avons suivi aussi à Yabassi, il y a eu beaucoup de problèmes. Presque dans toutes les communes, toutes les circonscriptions, il y a eu des soucis de fraude. Du trafic d'influence. Oui, au-delà du trafic d'influence, de la fraude également. Vous avez constaté quel type de fraude, par exemple? Il y a eu des cas de bourrage, de falsification. Je vais vous dire, je vous prends un cas. C'est diffamatoire ce que tu fais là. Je vous prends un cas précis, c'est Bafoussam 3e. Bafoussam 3e, où ils ont dû faire des vérifications là-bas pour faire modifier, n'est-ce pas, pour rejeter 1500 voix du RDPC. Qui était pas de. C'est normal. Qui avait été comptabilisé. Qui avait pourtant été comptabilisé. C'est normal, Philippe. Ce sont les falsifications. Mais ça a été modifié, n'est-ce pas? Mais oui, donc je vous dis donc. Dans la Sana Maïti, vous aurez des surprises aux résultats des élections législatives. C'est pour dire qu'il y a toujours des fraudes et des tentatives de fraude. Ça ne manque pas. Notre système reste très perfectible. C'est perfectible. Merci. Très perfectible. Oui, juste un petit mot. C'est qu'en fait, le monnayage, moi je ne suis pas qualifier ça de fraude dans une élection. C'est un individu qui a attrapé un électeur, lui donne 2000 votes pour moi. Bravo. Je ne qualifie pas ça. Il n'est pas sûr que l'individu a voté pour lui. Vous-même, à un moment d'avenir, vous financez certaines personnes. Ah ben, je suis Philippe. On n'a pas Jean-Jacques termine. Nous, on a vu 4 IAS. Les charters. C'est la corruption. Moi, je peux qualifier ça de fraude en tant que tel. C'est la fraude. Ça n'a rien à voir avec une élection. C'est l'individu qui se lève le matin, qui porte les personnes. Et il y avait 2 camions de transport à Douala, entre Ndokoti et la ville, qui s'appelait Air Nouran. On ne payait pas. Si c'est le RDPC. Mais c'était pour la campagne, c'est pas pour les élections. Messieurs, merci. C'est juste pour la campagne. Merci, monsieur. On va peut-être le dire pour le regretter. Il y a eu des incidents graves du côté du Noun. Avec oui, Mordom. ça, il faut le dire avec Mordom d'ailleurs. Il faut le dire pour le regretter. C'est peut-être l'épine véritable de cette élection. On peut également constater que le RDPC a conforté sa place selon les premiers résultats des différentes commissions communales. On attendait évidemment les législatives. Mais on peut saluer également le progrès de certains partis tels que le PCRN qui va certainement faire son entrée au Parlement, du moins à l'Assemblée nationale. Messieurs, bonsoir, merci et à mardi prochain.